Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Salut tout le monde, je suis aujourd'hui avec Paul Morlet. Salut Paul. Salut. Paul, tu es le fondateur de Lunettes pour tous et de Lulu Frenchy. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? C'est très simple, je m'appelle Paul, j'ai 28 ans, je suis né à Lyon il y a donc 28 ans et j'ai monté 2 sociétés un peu par hasard, surtout la première. Et aujourd'hui, je suis le dirigeant de Lunettes pour tous. C'est bien, tu es fort en maths donc du coup, puisque tu es né il y a 28 ans. Ouais, et... c'est ça. Je suis vraiment ravi parce qu'en plus... j'ai bataillé pour t'avoir, il faut qu'on le dise. En plus, on t'a réclamé sur le podcast, c'est vrai. Il y a des gens qui t'ont demandé sur Twitter, qui nous ont dit il faut que tu vois Paul. Et même après ça, voilà. Donc, je suis très étonné d'ailleurs de cette demande. Mais... Ce n'est pas une manipulation de ma part, même si je suis capable de ce genre de choses, je dois te dire. Je suis vraiment content. En tout cas, c'était cool. On s'est croisés une soirée l'année dernière. On se connaît pas, mais on va se connaître du coup devant pas mal de gens. Donc tu as créé Lunettes pour tous et Lulu Frenchy. Toi, tu es parisien ? De Lyon. Moi, je suis né à Lyon. Lyonnais. Voilà. Donc, moi, j'ai un parcours assez classique. Je suis né à Lyon, dans une famille très classique, très modeste. Ensuite, alors, on peut dire classique, modeste. À la fois, dans ce podcast, c'est pas forcément le parcours. Enfin, on en voit. Je te parlais de Mehdi Kemiri, etc. Mais il y a plein de gens qui viennent de bonnes familles aussi. Donc, toi, c'est modeste, pas extrêmement modeste, mais pas extrêmement aisé. C'est peut-être pour ça que je suis étonné d'être là, finalement. D'accord. Non, famille très modeste, effectivement. Voilà. Donc, il y a pas grand. Enfin, il y a des gens très bien, je veux dire. Mais c'est vrai que j'ai un background familial qui est très différent des entrepreneurs aujourd'hui qu'on croise ou chefs d'entreprise. C'est vrai. Ouais, t'avais pas une voie toute tracée pour devenir entrepreneur. Pas du tout. ni dans l'éducation, ni même dans le parcours après, si. Ni même dans les lunettes d'ailleurs, en tout cas. Non, c'est un peu par hasard parce qu'en fait, il y a plein d'entrepreneurs qui vous diront à ce micro qu'ils ont monté leur boîte par vocation, et que c'était écrit depuis qu'ils avaient 10 ans. C'est un peu mon cas, ouais. Voilà, peut-être. Moi, je pourrais pas dire ça. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai monté ma boîte parce que je trouvais pas de travail et je me suis juste créé un emploi. Donc, c'était très individuel au début. Et ensuite, on se prend en jeu. Et tu t'avais quel parcours d'études, des choses comme ça, même pas forcément commerce ou quand même un peu ? Non, c'est un peu plus court et simple que ça. C'est-à-dire que moi, j'ai une famille où mes parents n'ont pas fait d'études. D'accord. Donc, il y avait des boulots ouvriers, changé de boulot assez souvent d'ailleurs. Donc, j'avais pas d'exemple autour de moi de grandes écoles. C'est-à-dire que je pense que dans mon entourage, la personne la plus diplômée, ça devait être un ami de mes parents qui devait avoir eu le BTS, quoi. Donc, qui était pour moi un ministre à mon niveau. Voilà. D'accord. Et du coup, j'entendais parler de gens qui gagnaient 2000 € par mois. C'était déjà, pour moi, c'était très grand, très loin. Et du coup, moi, on n'était pas malheureux, mais on vivait comme ça et mes parents n'avaient pas trop de moyens. Et c'est vrai que moi, mon sujet quand j'étais jeune, c'était de trouver un emploi stable parce que j'ai un souvenir d'avoir des parents qui ont des périodes de chômage, qui changent de travail, etc. De pas être propriétaire non plus de leur logement, enfin plein de trucs comme ça. Et ce que je voulais surtout pas reproduire, c'était pas tant de gagner 3 fois plus, c'était vraiment de pouvoir être stable, etc. Donc à l'école, ça se passe moyen. Je suis pas aidé spécialement parce que j'ai pas de but avec l'école, c'est-à-dire que je sais pas, le mot école de commerce, je le connais même pas. Même en arrivant avant le lycée, je le connais même pas. Donc finalement, quand vous avez pas de but, vous vous donnez pas à fond, etc. Et je crois que, c'est assez quand même général en région. On dit plus en région qu'en province, je crois. Mais moi, j'ai grandi en province. L'école de commerce, j'en ai déjà parlé, mais c'est pas un truc qu'on met non plus extrêmement en valeur. Comme tu le disais, à la limite, un BTS, tu vas faire action commerciale, des choses comme ça. Mais même le commerce en soi, c'est pas quelque chose qu'on pousse énormément. Non, mais surtout, il y a un truc, c'est que quand vous êtes dans un milieu qui est modeste, les études payantes, ça n'existe pas. Ouais. Donc, dès qu'il y a même 1 € à verser, ça sort du périmètre. Et en fait, forcément, vous allez reproduire les parcours qu'il y a autour de vous. Alors que pourtant, il y a quand même plein de boursiers et de choses bien pas si mal faites. Le problème, c'est qu'on les promeut pas, mais ça existe, quoi. Alors, moi, je suis une famille, on n'a jamais rien demandé. On n'a jamais touché des aides, des bourses, etc. Et on y avait droit, c'est sûr. On l'a jamais fait. Je pense qu'on était très mal renseignés. Pas très curieux, peut-être sûrement là-dessus.
Et du coup, les collèges, lycées, etc. Donc finalement, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été orienté un peu de force par un prof de sport à l'époque, ce qui m'a valu de finir en BEP électricien. Donc c'est ce qu'on avait, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Ça n'existe plus depuis 5, 6 ans ou 10 ans, je sais plus. Est-ce que c'est le BEP qui n'existe plus? Ouais, ça n'existe plus. Maintenant, on fait des bacs pro directement. D'accord, ok. Donc c'était un niveau après le collège et avant les bacs au lycée. Et en fait, c'était un peu le fourre-tout de tout le monde, quoi. Donc moi, je me souviens d'une scène un peu avec mon prof de l'époque qui était un prof de sport, prof principal, prof de sport, qui avait dû voir un reportage la veille sur M6, comme quoi électricien gagnait bien. Ouais. Il avait dû entendre qu'un électricien devait gagner 1800 ou 2000 euros avec des dépannages de nuit en allant arnaquer une vieille. Il a dû se dire, c'est un boulot qui gagne bien pour les gens qui n'y arrivent pas trop. Et j'étais dans un collège qui était pas très bien placé, même une ZEP. Ouais. Mes parents avaient une toute confiance forcément dans le corps enseignant. Ouais. Et ils ont dit, il faut qu'il fasse électricien, jeune là, etc. Donc j'ai fini en BEP électricien. Tout ce mythe, en fait, de l'électricien, du plombier, des choses comme ça, qui trouvent du boulot, ce qui est peut-être vrai d'ailleurs. C'est sûrement vrai. Et BEP, c'est à partir de la troisième. Troisième, fait 2 ans. Et après, vous faites 2 ans pour avoir un bac, sachant que la moitié s'arrête au BEP et sort sans le bac. Donc c'est un bac, c'est niveau 4. Et un BTS c'est niveau 3 et un BEP c'est niveau 5. Ouais. Niveau 1 c'est Master 2. Voilà, en gros. Okay. Donc 5e classe, première classe. Et donc je fais ça et finalement je m'éclate. Donc j'adore faire ça, je fais du bâtiment, j'apprends à tirer des goulottes et des fils, etc. Je m'éclate, c'est très logique. Vous allez vous brancher un appartement, ça marche, la lumière s'allume, c'est un peu technique quand vous le voulez, etc. Donc moi je suis très manuel. Il faut savoir que avant tout ça, j'ai eu un parcours très bricoleur. J'adorais faire du fer à souder très jeune. Oui. Donc je m'amusais à aller piocher dans les poubelles informatiques des vieilles cartes mères pour m'entraîner à souder, etc. Des ou souder, sans aucun but finalement. Mmh. Après j'ai commencé à faire des faux décodeurs Canal+ sur plan pour voir comment ça marchait. Des faux ? Ouais, parce qu'il y avait des cartes qui s'achetaient dans des magasins électroniques. Mais qui marchaient du coup ? Qui marchaient parce qu'il y avait des schémas qui étaient disponibles dans des magazines qu'on pouvait acheter dans la presse. Ouais. C'était marrant. Tu les revendais ? Je les revendais pas très cher parce que j'avais très peur de ce que je faisais. Et finalement je suis tombé sur un business qui était plus rentable, c'était d'aller réparer et modifier des consoles de jeux. Donc on était en 2003, la Xbox première du nom et la PlayStation 2 cartonnent et je sais très bien souder. Il se trouve que j'arrivais à faire des soudures, je dirais, enfin je sais pas comment vous dire ça, mais des soudures sur 1 mm sur 1 mm, je pouvais en faire 4 sans qu'elles se touchent, quoi. Donc j'étais très fort là-dessus, j'avais bonne vue, ça servira pour la suite. Et du coup, je faisais de l'argent comme ça, etc. Donc en gros, hein, si je lis entre les lignes, je sais pas si je peux le dire comme ça. Aussi, il y a prescription, mais tu les alors je sais pas comment on appelle ça, pas les décimloquer, mais tu les pour pouvoir mettre des jeux que j'imagine gravés, gratuits, etc. D'accord. C'est ça. Donc je faisais ça. Donc je les revendais après sur un site qui s'appelle Price Minister. Et j'ai gagné de l'argent comme ça, j'en réparais, que je retrouvais parfois la casse, etc. Donc j'ai fait de l'argent comme ça, je réparais des ordinateurs. Et ça, c'était avant le BEP ? Ouais, c'était avant. Donc j'ai toujours fait ça à côté, parce que mes parents me laissaient super libre de faire ce que je voulais, parce que finalement j'avais pas d'argent de poche, donc il fallait bien que je puisse, à 14-15 ans, acheter des trucs. T'avais du coup quand même à la fois une aspérité manuelle et un peu business quand même, parce que je veux dire, t'as peut-être pas le choix, mais bon, je veux dire... Je savais pas vendre plus cher que le marché. Ça, j'ai jamais su faire, vendre plus cher que le marché. Par contre, je savais acheter moins cher que le marché. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'est un vrai sujet. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait pas mal d'expériences sur plein de trucs. J'étais peut-être dans les premiers à me dire que quand les DivX sont sortis en France, les DivX, c'est arrivé en 2000-2001, mais en vrai, on a commencé à avoir des lecteurs DivX dans le salon en 2006. Et pendant ce temps-là, les DivX, ça se lisait sur ordinateur. Il fallait avoir l'ordinateur, il fallait regarder un film sur un écran cathodique au bureau, dans l'entrée. Et moi, je me suis dit, finalement, si je relie un ordinateur à un magnétoscope et que j'enregistre, je peux faire une vidéo, un VHS avec un DivX. Donc, je m'étais amusé à l'époque, avant de Price Minister, des DivX contenant Matrix 2, Matrix 3, etc., alors que les films étaient au cinéma. Donc, j'avais fait un carton sur Price Minister. Price Minister m'avait laissé vendre ça. Donc, j'ai fait de l'argent comme ça, etc. Et je me suis jamais fait embêter, en fait, quoi. Parce que, j'étais pas assez gros pour le faire. Du coup, tu les vendais en cassette? Ouais, en cassette. D'accord. Avec la jaquette. Donc, vous aviez le film avec la jaquette, mais qui était au cinéma, voilà, etc. Donc, c'était... Au moment où ça sortait en salle. Ouais, donc c'était très en avance, on va dire. Okay. Et donc, j'avais un vrai produit, j'en vendais ça à 30 €. Je crois que ça marchait très bien, en fait. Et ça me coûtait, 2-3 € à faire. J'en vendais 50 par mois. Donc, c'était bien. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas la DSL où j'étais, parce que Free commençait, etc. Et en fait, les Belges avaient la DSL. D'accord. Avec un opérateur qui s'appelait Belgacom à l'époque. Et il y avait des forums, en fait, où on pouvait échanger les films, finalement, par la poste. Donc, chacun mettait son petit Excel avec un pseudo en disant, moi, j'ai ça. Ouais. Et chacun piochait dans la liste de l'autre. Et quand vous aviez pas le film que
finalement vous avez pas un film qui intéressait l'autre, ils vous envoyaient 3 CD vierges au lieu d'un. C'est bon. On a acheté les CD en Allemagne, par bande à cash, sur un site où il n'y avait pas de taxe de copie, etc. Et j'ai grossi en catalogue avec ça. Et j'avais plein de films, etc. Voilà, donc j'ai fait ça, j'ai fait plein de choses comme ça. Tu t'es jamais fait gauler? Non, et parfois il y a des paquets qui arrivaient pas à la poste, on va dire, mais bon, il y avait un contenu de 5-6 euros, donc c'était pas grave. Et je me souviens aussi à l'époque, avoir monté une association en mon nom pour faire des cours d'informatique en maison de retraite. D'accord. Sauf que je faisais les ultra seniors, donc c'était des gens qui avaient plus de 80 ans. Et tout le dimanche matin, j'avais des groupes de 6. D'accord. L'histoire fera que toutes les semaines, j'en avais un de moins. C'est pas qui séchait à l'école, hein. Vous vous souvenez, voilà. Et donc je faisais ça, donc c'était des grandes scènes très marrantes, c'est-à-dire que je me souviens très bien avoir une élève de 85 ans entre guillemets qui avait un ordinateur, parce que on achetait souvent des ordinateurs à cette personne-là pour les occuper, et qui me dit un jour mais j'ai plus que la moitié d'internet, quoi. Comment ça? J'ai la moitié d'internet, regardez, je comprends pas. Donc j'ai son écran, il y avait la fenêtre Internet Explorer qui était décalé d'un côté de l'écran, si je préfère. Merde. Avec la moitié de l'internet. Moi, je comprenais pas le sujet, etc. Après, il y a ceux qui cliquaient sur l'écran. Enfin, il y a plein de scènes assez marrantes comme ça. Donc, des gens que je me suis attaché. Malheureusement, aujourd'hui, je peux pas les revoir parce que ils auraient presque 100 ans et c'est fini. Et je m'étais renseigné récemment, ils sont plus là. Donc, t'étais complètement dans la démerde un peu. Ouais, dans la démerde, ouais. Mais jamais dans le but d'arnaquer des gens. C'est-à-dire que j'ai toujours vendu un truc au vrai prix. Si j'ai bafoué des gens, c'est toujours des entreprises, en fait. Donc, c'était jamais pour les... Donc, j'étais monsieur bon plan, mais j'étais pas un magouilleur. Et en fait, donc j'ai commencé comme ça. Et puis un jour, j'avais une stabilité, 16 ans, donc je rentre en BEP, etc. À la fin du BEP, j'ai 18 ans, et là, je trouve une offre de formation payée à la SNCF. Je me dis, c'est un moyen pour moi d'entrer à la SNCF, peut-être d'avoir le train gratuit, etc. Donc, je passe 6 mois de test à la SNCF pour pouvoir rentrer, et avec une promesse d'embauche derrière. Et finalement, le jour de signer le contrat, il me dit, c'est bon, vous signez, etc. Tu dis vraiment, l'une des raisons pour lesquelles tu y vas, c'est le train gratuit, entre autres. Le train gratuit et le fait d'être derrière en stabilité d'emploi, avec un boulot qui prenait pas trop de temps. Tu reviens sur ta stabilité par rapport à tes parents, à tout ça. Tu te dis finalement, attends. En fait, je voulais trouver un boulot à 1200, 1300 euros par mois, sans trop de pression, etc., pour pouvoir faire mes activités à côté que je faisais déjà, pour un peu avoir un peu de, pour agrémenter un peu plus ma vie, c'était de gagner 500-600 euros à côté pour pouvoir faire des trucs. Mais je voulais trouver un boulot stable pour pouvoir aller faire un crédit à la banque, pouvoir acheter une maison, un appartement, etc. C'était un peu mon but. Donc, j'étais pas un entrepreneur. Tes parents aussi? Ils avaient pu acheter et tout? Ou non, ils ont pas mes parents vraiment pas acheté, etc. Donc, moi, j'ai toujours eu peur qu'on se fasse virer de la maison, etc. Enfin, ça a toujours été compliqué, quoi. Bon, j'ai la chance, mes parents n'ont jamais fait de crédit. C'était des gens qui consommaient pas, donc ils pouvaient pas nous arriver grand chose. Mais je pense qu'aujourd'hui, quand j'entends que les gilets jaunes qui gagnent 1800, 1900 euros, finalement, je me dis qu'on était bien dans tout ça, quoi. Ouais. Vous voyez, on aura 2 gilets jaunes aujourd'hui. Alors après, quand tu regardes alors c'est vrai que pour ceux qui écoutent ça beaucoup plus tard, on est en plein phénomène gilets jaunes. Pas mal d'articles aussi mettent bien en avant que les besoins, pas forcément, enfin les premières nécessités ont augmenté. C'est-à-dire que, entre guillemets, aujourd'hui, tu dois avoir Internet, alors est-ce que c'est une première nécessité autant que la bouffe? Probablement pas. Mais finalement, il y a un certain nombre d'abonnements, de devices, de choses comme ça, dont on n'avait pas besoin il y a 10 ou 15 ans. Et en fait, si tu les as pas aujourd'hui, oui, tu peux vivre et survivre, mais en l'occurrence, il y a une forme d'exclusion. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses autour de ça. Mais bon, on va pas rentrer dans cette histoire. Maintenant, c'est vrai qu'il faut et puis le fait d'avoir Internet sur un mobile vous pousse à un meilleur portable, vous pousse à vous abonner à Netflix. Enfin, forcément, en fait, la note grossit parce que vous êtes frustré dans le parcours à chaque fois. Donc exactement. En fait, par téléphone, c'est 0, en avoir un, c'est pas 20 euros par mois, c'est faux. En fait, et puis tu rajoutes toute la famille, les leasing, les choses. Les Spotify, Deezer, etc., Netflix, et abonnements supplémentaires. Forcément, pour profiter de l'expérience. Mais c'est la consommation parce que les gens se font chier, c'est normal, il faut bien, et moi le premier, donc il faut bien pouvoir faire des choses sympas. C'est de plus en plus difficile d'avoir des DivX piratés. C'est vrai. Simple, quoi. C'est plus simple. Il y a plus de trucs pour les lire, il y a plus d'ordinateurs avec des graveurs, c'est fini, le mot graveur, quand je vous le dis, là, ça fait bizarre, non? Ouais, non, c'est clair. Combien de temps que vous avez entendu le mot graveur ou scanner? Et tu te retrouves aussi, même je trouve, rien que le téléchargement en soi est plus compliqué qu'il y a quelques années. Les sites sont des faux sites, il y a de la pub de partout.
vous n'avez pas de quoi les lire sur votre télé, puis on vous fournit une box très jolie avec de la VOD, vous cliquez, ça marche, forcément, ça pousse à... On s'est tous rangés finalement, parce que c'est plus facile d'être rangé que faire un peu le pirate. Avant, c'était l'inverse. Le pirater était plus simple que l'officiel. Ouais, carrément. Donc là, ça s'est inversé, ils ont été forts, hein, ils ont su nous amener un produit, une offre plus simple, donc ils ont gagné. Tant mieux. Voilà. Donc la SNCF. Voilà, donc 16 ans. Tu y vas, tu signes donc du 18 coup. ans. Ah, 18, je signe, je prends le stylo, mais de toute façon, on vous gardera pas à la fin. Donc mes plans s'effondrent, j'ai pas de solution B, donc je signe, j'y vais. Et là, donc je me retrouve dans une équipe d'intervention qui s'occupait des télécoms à la SNCF. Donc finalement, ce que je vous raconte, j'ai jamais dit à personne. Hein. Tu me vous vois là, on est d'accord. Hein. Non, parce que je vous raconte à vous tous. Ah, ok. J'ai jamais dit à personne. Voilà. Et en fait, j'étais en charge avec mon équipe, mes collègues cheminots, n'est-ce pas, d'aller maintenir les lignes à l'époque de 9 télécoms qui passaient sur les rails, parce qu'il y avait un réseau privé télécom SNCF avec des numéros 6 chiffres. Ok. Et en fait, le réseau même public pour la DSL de 9 télécoms CGTEL, à l'époque, 9 CGTEL, passait par la SNCF. Donc je m'occupais de maintenir ça. Il y avait, c'était le long des voies. Et moi, on est d'accord que tes études, toutes ces choses-là, je le dis avec vraiment aucune, enfin je suis pas du tout en train de regarder des ça de haut, etc. C'est plus pour bien comprendre. Toi, t'es complètement hands-on, quoi. T'es main dans le cambouis. Enfin, quand tu fais tes études, t'es électricien et là tu vas sur les voies physiquement dehors. Ton boulot, ton job est essentiellement ou exclusivement dehors. Et chez dehors, etc. Donc je vais dans des trous, dans les fosses, sous les rails. On passe aussi après des suicides de personnes. Forcément, faut rétablir la ligne. Donc vous avez les détails de ce qui s'est passé 2 heures avant. J'ai 18 ans, il fait froid, on est dans les Dombes, dans l'Ain, vers Bourg-en-Bresse, Meximieux, tous ces endroits-là. Ok. Tu habites là-bas ou du coup tu habites toujours à Lyon? Lyon, mais en fait l'intervention est dans ces zones-là, dans ces zones-là, Lyon-Nord en fait. Donc avant la Bourgogne en fait, entre Lyon et la Bourgogne. Donc c'est assez intéressant. C'est intéressant. Ça te plaît? Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Je rentre dans une grande entreprise, donc c'est ma vie, ça me plaît, mais sauf que je rentre dans une équipe qui finalement qui m'attend pas, qui avait ces petits arrangements d'interne en fait. Voilà, donc j'ai un peu dérangé le fait d'arriver parce que ça faisait 20 ans qu'ils bossaient ensemble, il n'y avait pas eu un nouveau depuis 20 ans. D'accord. Et chacun avait sa petite magouille. Donc j'ai connu en 2008 à l'époque le fait d'avoir des feuilles de congé sur les murs et chacun marquait son congé. On a remarqué le congé jusqu'à la veille en fait. Et on écrivait qu'on voulait partir le lendemain au crayon papier déjà. Et si le directeur était pas passé entre temps, il passait jamais de toute façon. Le lendemain, quand vous reveniez de congé une semaine après, vous gommiez vos congés et puis personne voyait que vous étiez en congé, quoi. Parce qu'en fait, une équipe de 8 personnes, il y avait très peu d'intervention. Et donc, je suis arrivé dans ce système-là et j'ai compris que c'était un peu donc j'ai pas été hyper bien accueilli parce que j'avais 18 ans et que je posais beaucoup de questions. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi vous avez pas informatisé les congés? Enfin, j'étais un peu naïf. Et là, c'était t'inquiète pas. Oui, tu t'es pas dit, oui, parce que t'es jeune et tu t'es pas dit, je comprends leur truc. Et puis, au moment où vous voulez avoir plus de congés, mais ils vous font pas rentrer dans le jeu. Enfin, c'est un peu compliqué, quoi. Donc voilà, bref, c'est pas grave. Donc, c'est 2 années que je passe comme ça. J'apprends pas grand chose en termes de technique parce que c'est très réverbatif. Par contre, j'apprends vraiment tout ce qu'il faut pas faire dans une boîte, c'est-à-dire faire croire que les gens sont autonomes sans surveiller, pas donner d'objectifs, pas prendre des avis différents, etc. Donc je passe cette boîte-là comme ça. Et d'accord, c'est vraiment ce que tu apprends là-bas, c'est de te dire et tu pars parce que on t'a pas demandé de rester, c'est ça? Au bout de 2 ans, ils gardaient pas les personnes dans mon type de contrat parce que on était donc 2008 à l'époque où c'était la crise qui tombait, 2009, 2010, donc 2010 je me retrouve dehors, j'ai 20 ans, je suis dehors, etc. Donc j'avais pas le permis en plus, donc compliqué. Et là je me dis parce que j'avais pas les moyens de le passer. Et je me dis, faut que je trouve du boulot maintenant. Donc je sors et je postule immédiatement chez Carglass. Et là, je rentre chez Carglass, Carglass remplace. Et je commence à changer des pare-brises, je m'en souviens, etc. Et là, ça criait sur un parking, hey, Morlaix, viens voir, etc. C'était un peu l'horreur. Et je comprends vite que, en fait, donc je gagne mes 1100 euros, mais je comprends que c'est un boulot qui va être très compliqué. Et encore une fois, je me dis, mais j'étais plus heureux avant avoir un boulot un peu plus tranquille et une activité à côté que de faire ce boulot-là pour ce salaire-là, etc. Et du coup, on est d'accord que chez Carglass, en plus, ton diplôme a peu de valeur parce qu'en fait, moi, j'étais manutentionnaire. Ouais, ok. C'était la crise dans nos bâtiments, j'étais à Lyon, il n'y a pas grand-chose qui se passait. Enfin, Et tu te projettes quand même dans des trucs Non, je savais pas ce que je faisais. Là, je savais pas ce que je foutais. C'était flou, là. Pourquoi enfin, je veux dire, quand je dis pourquoi tu te projettes pas, c'est pas que par rapport à toi, mais est-ce que tu crois que parce qu'il y a peut-être des Paul Morlaix de cet âge-là, il y en a peut-être plein en fait aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils se projettent pas, parce qu'on leur balance que des conneries à la télé, ou parce qu'on les informe pas suffisamment, parce qu'ils devraient écouter tout ce podcast, parce que je sais pas, non. Non, je sais pas, c'est un sujet, j'ai pas vraiment de réponse, parce qu'aujourd'hui quand je vais raconter la suite de l'histoire après, les gens se disent c'est super ce qui s'est passé, etc. Mais je peux pas vous dire c'était simple, etc. Ça m'a pas paru compliqué non plus. Ça m'a pas paru écrit, parce que les gens vous diront toujours on le savait, etc. Pour moi, c'était pas si évident que ça. Et je pense qu'il y a 3-4 moments dans ma vie, 3-4 rencontres, 3-4 perches que j'ai saisies dans ma main qui ont fait que ça a changé, en fait. Et aujourd'hui, donc je pars de chez Carglass rapidement, et je me dis finalement je vais monter ma boîte et je vais faire ce que je faisais avant, donc réparer des ordinateurs, etc. ou autre chose, dans le but de gagner mes 1 200 € et me gérer, quoi. Aujourd'hui, je pense qu'avec le recul, j'aurais été chauffeur Uber ou livreur Deliveroo, parce que quand je parle avec eux, ils me disent que finalement ils sont assez contents de pouvoir gérer leur temps, gagner 1 500 € par mois, avoir une voiture à côté, etc., qui amortit dans le... Oui, je suis assez d'accord. Je comprends tout à fait l'idée, ouais. Et vraiment, je sens que, je pense que j'aurais fait ça. Mais bon, il n'y avait pas Uber, etc. Il n'y avait pas les auto-entrepreneurs non plus. Donc finalement, je cherche une idée, etc. Puis ce que je vous dis, ça se passe très vite. Et finalement, un jour, en étant à Paris, parce que j'avais le train gratuit, je me retrouve sous la Tour Eiffel et je vois des Africains qui vendent des souvenirs. Et je vois des mecs qui vendent des lunettes de soleil avec des autocollants sur les verres avec des drapeaux. Drapeau de France, drapeau Espagne, Angleterre, I love Paris, etc. Et je me dis, c'est sympa, machin, etc. Bon, j'achète rien, mais je vois que sur les verres, c'est de la micro-perforation comme on voit sur les bus, etc., les vitres. On est en quelle année, là? 2010. 2010, ouais. Et là, je me dis, tiens, je vais faire ça. Donc là, toujours pareil, j'étais pas très réfléchi, mais j'avais un peu peur. Donc j'essaie de monter ma boîte en urgence à l'époque. Donc je prends des statuts sur Internet de SAS, c'est peut-être plus simple. Sauf que je télécharge les statuts d'une boîte de conseil en finance. Je change pas l'objet. La personne est une présidente, je suis un président, donc je marque Paul Morlaix, présidente. Je dépose les statuts à la chambre de commerce comme ça, je fais un chèque de 50 €. Et une semaine après, j'ai un cabis en tant que gestionnaire de patrimoine. Et je commence à vendre des lunettes publicitaires comme ça, vous voyez. Et ces lunettes, c'était très simple à mettre en œuvre. C'était des lunettes que j'achetais finalement, des lunettes que j'allais acheter sur Alibaba, qui coûtaient 40 centimes à acheter. Mais alors, est-ce que tu notes là, c'est pas anodin non plus, parce que c'est pour ça que je te demandais l'année. En 2000, moi j'ai dû commencer à bosser, à faire des petites choses sur Alibaba en 2010, 2011. En fait, ce qui me fascinait à ce moment-là, c'était l'idée de se dire que tu pouvais créer une sorte de multinationale tout seul. Depuis un ordinateur, en fait. Et connaître les produits. Et voilà, et sur 2-3 produits, des cartes de visite en métal, différentes choses. J'ai créé des produits que j'achetais en Chine et que je vendais aux États-Unis, en fait. Sans les toucher. Ouais. Et je trouvais ça fantastique. Je me disais, attends, tu vois, la multinationale en soi était un truc qui me fascinait. Te dire un jour, je vais créer une multinationale. En fait, te créer une multinationale derrière ton ordi tout seul, c'était quand même un trip. Mais en 2010, Alibaba, enfin, je veux dire, en France, personne connaissait. Non, ça faisait... Et toi, tu sais, ça avait l'air d'une arnaque. Hein. T'as sorti ça d'où, de ton chapeau? Chercher Produit Chine, etc. J'ai trouvé ce qu'il y avait Alibaba et HK DTC à l'époque, je me souviens. Ouais, il y avait Made in China, trucs comme ça. Bref, je continue, donc j'achète. Non, mais comment tu le trouves? Tu le trouves comme ça? Tu fais ta première commande. J'envoie des emails, je fais une commande par PayPal à 100 $, je reçois mes lunettes, je fais une commande après 300 $, quoi. Ça marche comme ça. Ok. Donc je monte ma petite marque qui s'appelle Lulu Frenchy, donc je tempographie Lulu Frenchy sur les branches, etc. et je reçois des lunettes. Et là, j'achète des feuilles A4 de micro-perf que j'imprime sur une imprimante jet d'encre classique à 50 €. Et je mets des logos que je trouve sur Google Images, en fait, sur la planche. Et je démonte le verre qui est éclipsé. Je colle la planche autocollante dessus. Et je découpe au cutter autour du verre l'autocollant. Et je remets le verre. Et en fait, là, on peut pas le montrer dans un podcast, mais en fait, ça faisait une paire de lunettes de soleil classique avec un autocollant sur les verres micro-perforés, donc on voyait à travers quand on les portait, mais devant il y avait un logo. Ouais. C'est un objet pub en fait, un goodies. Ouais. Et en me disant, j'étais convaincu que c'était le meilleur produit du monde à l'époque. Et j'essayais d'en vendre à Lyon en faisant du porte-à-porte, en allant les boîtes de nuit, etc. Mais j'étais un peu gourmand sur ma marge, quoi. Tu vendais ça combien? 1 € à faire, je voulais vendre genre 5 €. À la fois, t'es gourmand, mais tu les faisais toutes à la mano. Tout à la main, et j'étais destiné à avoir des petits volumes. Ouais, t'en fais combien par heure? Je sais pas. Je sais plus combien j'en faisais, c'était 15 ou 20 de l'heure, mais il y avait pas que ça, il y avait aussi le fait que la boîte en elle-même, elle peut en faire des millions, quoi. Ouais. Voilà, donc moi, j'ai jamais acheté des produits comme toi, finis, que je revendais finis. J'ai toujours eu une transformation au milieu. Ouais. Parce que comme les consoles de jeux que j'ai rachetées cassées, que je réparais. Ouais, il y a toujours eu j'ai jamais fait du trade. Ce qui apporte aussi une valeur ajoutée. Je veux dire, tu te fais beaucoup plus court-circuiter
quand tu trouves une martingale où t'es juste un middleman, finalement, t'as toujours quelques personnes qui vont venir te copier parce qu'ils se disent, oulala, lui est en train de faire un truc de ouf. De toute façon, le client veut contacter ton fournisseur et le fournisseur contacte ton client. Oui, c'est ça. Donc c'est généralement comme ça. Sur Alibaba, mes cartes de visite en métal s'appelaient Iron Cards. On a revendu la boîte depuis, mais en fait, ils mettaient en ligne sur Alibaba les photos toutes les photos de toutes les cartes qu'on leur faisait faire. Et je les faisais retirer à chaque fois. Et de temps en temps, ils avaient même leurs concurrents qui mettaient en ligne les photos des cartes. Enfin, ils se piquaient toutes les photos. C'était hallucinant. Donc, c'était classique. Du coup, je commence à vendre ça prend pas. Ça prend pas. Les gens comprennent pas pourquoi je dois vendre ce produit-là, etc. Je suis à Lyon, il n'y a pas trop de moyens pour ça. Pourquoi Lulu Frenchy d'ailleurs? Lulu lunettes, Frenchy j'étais français, je croyais déjà aller très loin. French Louch, c'est lunettes, etc. Donc t'as quand même une petite. Enfin là, tu dis ça, on le voit les yeux au ciel, mais t'as quand même une petite ambition à ce moment-là. Tu t'es envoyé sur un truc quand même, sur une idée. Je me suis dit maintenant, il faut arrêter de faire les conneries de bricoler à droite à gauche avec des ordinateurs, des magnétoscopes. Il faut faire un vrai truc. Donc je fais ça. Ok. Ça marche pas. Tout seul. Personne t'aide, personne machin. Personne, etc. Donc voilà. Bon. Je fais ça marche pas. Bon. Puis un jour, je me dis, en fait, c'est très simple. Il faut que ce soit les stars qui portent mon produit. Et c'est une phrase, ça paraît hyper naïf. Et oui, c'est vrai. Et finalement, je fais une planche un soir et je me dis, je vais marquer Lady Gaga, Black Eyed Peas, David Guetta, Bob Sinclair, etc. sur ma planche. Donc j'imprime ma feuille, ça me coûte 30 centimes à imprimer. J'avais mes lunettes qui étaient déjà collées avec des noms de boîtes de nuit que j'avais démarchées. Je décolle les autocollants et je recolle d'autres autocollants à la place. Donc le coût de l'opération, c'est 1 €, tout ça. Et dans le montant. Et je prends en photo avec mon téléphone chaque paire de lunettes. Et je tweet, je trouve un logiciel qui s'appelle Masttweet à l'époque, en 2010. D'accord. Un truc qui marche plus aujourd'hui. Et finalement, ça tweet en spam chaque compte de star en disant je suis fan de toi, j'ai fait fabriquer ça pour toi, comment je peux te l'envoyer? Et vous avez beau vous appeler Lady Gaga et avoir 20 millions de followers, quand vous avez une photo qui apparaît 1000 fois dans votre flux, vous la voyez. J'en ai fait plein, j'ai pas toujours des réponses. Donc, voilà, on est d'accord que ça l'envoie plein. Ouais, vous avez 1000 fois, ça recouvrait son truc, quoi. Ouais. Et là, je me retrouve 2-3 jours après avec des gens qui m'écrivent en disant je suis le manager d'un tel, ou je suis l'assistante du truc d'un tel, le maquilleur, etc. Envoie-moi tes lunettes à telle adresse, je vais les donner à la bonne personne, enfin la personne concernée. Et moi, j'envoie des lunettes qui me coûtaient 50 centimes, avec des timbres économiques étrangers. Ça me coûtait 1,50 € de l'envoyer finalement tout compris aux US. Ça arrivait en 2 semaines. Ouais, c'est ça. Ça arrive pas le lendemain, quoi. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire. Et donc, on continue, etc. Et en fait, 3 semaines après, je reçois des selfies à l'époque de gens qui m'écrivent, qui me disent avec une photo de Lady Gaga ou 50 Cent ou Liam, Black Eyed Peas, enfin tous ces gens-là. Eux-mêmes. Selfies ou photos prises un peu à l'arrache comme ça ou sur un groupe avec mes lunettes. Donc je vais super. Donc je mets mes lunettes sur mon Facebook, je marque Lulu Frenchy, la marque portée par telle star. Et là, j'ai une journaliste du Progrès à Lyon qui me contacte, donc j'avais 20 ans, qui me dit c'est génial, j'ai fait un article sur vous. Donc elle me fait un petit article dans le Progrès du dimanche, dans le journal du dimanche, expliquant mon parcours d'électricien SNCF, famille modeste, qui monte sa boîte avec 2000 € et finalement qui 2 mois après fait porter des stars américaines. Belle histoire sur le papier. T'as un petit truc que t'as storytellé ou c'est elle qui est elle? C'est vraiment elle. Non mais je veux dire, tu t'es dit je vais packager ce truc, l'histoire est belle, ou c'est elle qui en fait juste raconter ton histoire et puis elle a la vraie histoire parce que c'est une histoire depuis le début quoi. Non mais bien sûr. Il suffisait de le dire. Et par-dessus ça, je sais pas, une semaine après, j'ai l'AFP qui me contacte, donc la personne qui s'occupait de l'AFP à Lyon qui me contacte, qui me dit je fais un portrait sur vous. Donc là, elle me fait un long portrait de 3 pages sur mon parcours avant, etc. Bon, elle prend le temps pour moi, c'est assez étonnant d'ailleurs. Et je fais ce truc-là. Et finalement, il sort sur l'AFP, il est repris sur plein de sites, M6, etc. Voilà. Et là, j'ai toutes les télés de France qui me contactent. Donc je fais M6, TF1, etc. qui veulent me filmer, raconter mon histoire. Je fais de iTélé, Canal+, LCI. Mais là, t'es même pas capable tu fais tout ça, mais t'es même pas capable d'encaisser des commandes, si t'en avais ou quoi? Non, mais j'ai pas eu peur de ça, on va dire. Voilà. Donc je commence à passer sur le JT de France. Forcément, j'ai beaucoup plus d'appels entrants. T'as un site internet qui s'appelle Lulu Frenchy? Ouais, j'ai un site internet avec un site vitrine avec 4 pages en WordPress, mais voilà. Que t'as fait toi-même tout seul? Oui, voilà, avec des copains. Ouais. 4 pages, il y avait rien. Il est pas marchand. Non, il peut pas vendre, donc il y a pas de commande possible. Pas encore. Enfin, si, il y avait un petit module pour personnaliser que j'avais acheté, mais bon, un truc très simple. Okay. C'était un petit truc. Bref. Et là, je commence à avoir des commandes, etc. Sauf que je connaissais pas vraiment le business, moi. Vous savez, j'étais pas avec ça, donc personne m'explique. Oui, c'est ça. T'as jamais fait de la compta, de la finance, du commercial, et un jour, j'ai le
patron, enfin, j'ai une acheteuse de chez Ricard qui bossait pour Absolute, qui me dit, c'est génial votre truc, je vais faire plein de lunettes pour Absolute, votre cas, il m'en faut 80 000. Mais c'est au bout de, je sais pas, une semaine après cette histoire. Hein. Et je dis, ok, machin, donc je fais un devis, le devis passe en plus, donc bien vendu, je crois que je les vends 3 € la paire, ça me fait 240 000 € de chiffre d'affaires immédiatement, ça change la dimension. Et là, je dis, bon, bah, j'envoie la facture. Donc, en gros, ta première vente, c'est 240 000 €, quasiment J'en ai un peu fait de choses plusieurs, près. Mais, ouais, enfin, c'était la 10e vente, on va dire. Ouais. Et avec une marge de plus de la moitié, quoi. C'était plus de la moitié, ouais. Et j'en vends même à Chris pour le Tour de France, vous voyez. Et là, en revanche, tu les fais pas toi-même. J'avais des équipes d'intérimaires qui collaient des lunettes chez moi, en fait. En France. Ouais. Ah ouais, tu les, du coup, parce que t'aurais pu choisir de ouais, mais faire les délais étaient pas bons. Ouais, en Chine. En fait, j'ai gagné de l'argent. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'avec cette boîte, j'ai gagné de l'argent uniquement sur le délai. Parce que, effectivement, les Chinois sur Alibaba les proposaient au bout d'un moment, mais en 4 semaines, 5 semaines. Et moi, je gagnais parce qu'en 3-4 jours, je savais faire, je sais pas, 2000, 3000 pièces en 3-4 jours. Je savais faire ça et je savais même livrer les États-Unis le lendemain parce que DHL permettait, avec le décalage horaire, de livrer pour le lendemain. Décalage horaire, c'est fantastique. En 24 heures. Donc, j'ai gagné de l'argent comme ça. Que j'ai gagné de l'argent que sur la vitesse. Et c'est marrant pour le reste de l'histoire aussi. Donc voilà, donc finalement, je monte, voilà. Donc Ricard me valide la commande et je leur dis, ils me disent, je veux te livrer telle date. Je dis, ok, bah moi j'attends le paiement. Ils me disent, bah comment ça le paiement? Donc ils m'appellent, etc. Ils me disent, bah du coup, vous livrez quand? Je dis, bah quand vous m'aurez payé. Ils me disent, mais là on paye 30 jours fin de mois, etc. Je fais, bah non, je comprends pas ce que vous voulez me dire. Bah, on vous paiera telle date. Mais je fais, attendez, si vous me payez pas, je fais comment? Mais on va payer, monsieur, on est Ricard. Je dis, mais attendez, vous êtes Ricard, très bien. Quand vous allez chez Carrefour, vous payez à la caisse ou comment ça? Donc le mec est offusqué, il raccroche. Puis, moi je me dis, ils sont cons, ils ont rien compris, ils vont pas m'essayer de m'arnaquer quand même. Et puis je me rends pas compte en fait que j'ai perdu un client, quoi. Et 2 heures après, le mec me rappelle en me disant, bon, si vous faites une partie de la facture antidatée, je peux le payer maintenant, quoi. Donc marrant, quoi. Donc, mais c'est ce que enfin c'est quand même un gros sujet. On parle beaucoup de trous de trésorerie, de choses comme ça. Je veux dire, quand on vient sur il t'avait payé 0 à compte. C'est ça, t'avais pas demandé d'acompte. Donc en effet, mais je savais pas tu parles de 240 000 lunettes, 240 000 €, ça t'a probablement coûté 80 000. Ouais, mais le mot acompte, je le connaissais même pas. Bien sûr, ouais. À un moment donné, moi je voulais qu'il me paye. Mais quand bien même, donc ça voudrait dire que tes 240 000 €, tu devrais, enfin au moins la moitié ou le tiers, plus que t'as investi, tu dois l'avancer toi-même. Et t'avais pas le pognon. J'avais pas le pognon, et puis pour moi, j'ai toujours dans le petit de savoir qu'il pouvait m'arnaquer, et que c'était David contre Goliath, et que j'aurais jamais pu me défendre. Si tu veux, enfin, j'étais très parano. Bref, donc j'ai un acompte énorme, je sais plus combien, etc. Donc t'as quand même des devis signés ou même pas là-dessus? Ouais, j'ai des signés, etc. Ouais. Donc bon, toujours ça. Peu importe. Okay. Ce qui est marrant, c'est que vraiment, j'étais très maladroit avec ces gens-là et qu'ils ont quand même pris la commande, ils ont quand même payé. Donc voilà. Et donc je continue à faire du business comme ça, mais bon, c'est pas un business hyper intéressant, c'était fluctuant, etc. Au bout de 3 ans. Et finalement, 3 ans après, 2013. Alors, t'as réussi à faire du business, t'as réussi à faire un certain nombre de choses, gagner de l'argent. Je fais quasiment 1 million d'euros de chiffre d'affaires entre temps, j'ai des gros clients par an. Je gagne de l'argent. Ça reste quelque chose basé sur une certaine mode, tu peux te dire que ça va passer. Voilà, puis je commence à me faire copier, enfin, il y a pas de sujet. Donc, et puis je gagne un peu d'argent, mais bon, voilà. Mais t'as pas assouvi ton deuxième objectif, atteint ton deuxième objectif, qui était cette forme de stabilité finalement aussi, peut-être. Ouais, mais ça allait. Ouais. J'ai jamais stressé bizarrement, parce que j'ai jamais été angoissé de l'avenir. T'as embauché des gens? Ouais, j'ai embauché des gens, j'avais 6-7 salariés, c'était sympa. Mais... À Paris, du coup, là? À Lyon, c'était à Lyon. À Lyon, toujours à Lyon, etc. Donc, c'était sympa. J'avais récupéré un vieil entrepôt en location. Donc, c'était cool. On finissait assez tôt le soir, on finissait à 18h, ça marchait bien. Voilà. Je gagnais, je sais plus combien, 1500 €. Donc, c'était un salaire de patron à l'époque, c'était bien, mais j'étais heureux. J'allais souvent en Chine voir des fournisseurs, enfin, c'était sympa. Bref. Et t'arrivais pas sur ton million si tu faisais des dividendes ou des choses comme ça. Mais j'ai un gros problème de stock surtout, je crois. C'est marrant, c'est il y a 6-7 ans, mais j'ai plus un souvenir énorme. Mais t'as pas fait Et puis j'avais pas besoin de cet argent. Enfin, j'ai jamais aimé les bagnoles, etc. Donc finalement, bon, voilà. Tu payais ton loyer et puis basta. Ouais, c'était bien. J'étais heureux, je pouvais aller rester une fois par mois. C'était très bien. Non, mais j'étais pas malheureux en fait. J'avais déjà bien plus. À ce moment-là, je me disais, j'ai 1000 fois plus que ce que j'aurais dû avoir. Donc en fait, voilà. Et puis le fait de pas être à Paris, vous connaissez pas les gros restaurants, vous connaissez pas les voyages que j'en fais ici, les Maldives, je connaissais même pas en fait. Je connaissais un peu le ski, un peu la mer. Regarde, quoi. Ouais. Quand vous savez pas, vous êtes pas, enfin, quand vous connaissez pas, vous êtes pas tenté, ouais. Pas tenté comme vous dites, et vous êtes pas tenté, et surtout vous êtes pas frustré. Donc 2013, je vois la télé un jour, je vois que le patron de Free, une marque que j'adore, parce que c'était un pirate qui avait
puis faire une Freebox qui permettait de faire des choses qui n'étaient pas très légales, comme télécharger des films sur son disque dur, etc. Donc il a toujours vendu des Freebox avec des arguments marketing qui étaient pour les pirates comme moi. Donc j'ai toujours aimé Freebox. Et je vois que le patron de Free monte une école finalement gratuite pour ceux qui n'ont pas de diplôme. L'école 42. L'école 42. Et là je me dis, c'est super, si moi j'avais pu avoir ça à 16 ans, en fait ça aurait juste changé ma vie. Aujourd'hui je serais chez IBM à Los Angeles dans ma tête, quoi. Ouais. Donc je lui écris un email, je trouve son mail, je lui écris un email, je lui dis j'adore ce que vous faites, je suis fan de Free et surtout j'adorerais participer à l'école 42. Et il me répond gentiment en plus, donc je sais pas, 5 jours après, j'y croyais même pas, il me dit merci pour l'école 42 c'est fait, par contre passez me voir. On est à Paris. Donc je lui écris, je suis à Paris telle date et on se voit. Mais tu lui avais même pas demandé de passer le voir en fait. C'est lui qui me dit. Mais il a regardé ce que tu faisais ou tu sais même pas? Il a regardé il avait forcément vu ce que je faisais, ouais. donc je lui avais peut-être mis un lien, mais surtout qu'il avait tapé mon nom. Enfin, je sais pas comment ça s'est passé, mais bon, en tout cas, donc j'arrive, je le vois finalement. Et donc je lui fais une petite paire de lunettes en plus pour les stars avec son logo de sa boîte Free sur les verres. D'accord. On discute de plein de choses, ça dure 45 minutes. Je suis très heureux d'être reçu par ce monsieur, par ce grand monsieur quand même. Oui, c'est pareil. Qui prend du temps pour moi. Ouais. Il me dit qu'il avait 10 minutes, en fait il reste 45 minutes. Et je lui montre mes lunettes, etc. Il me dit, mais combien ça coûte à faire, etc. ces lunettes. Donc je donne mes prix d'achat et tout, mais j'étais pas très rassuré en me disant, ça se trouve, il va faire la même chose que moi. Vous voyez le niveau de paranoïa. Toujours un peu paranoïa. Je pense qu'il n'avait pas que ça à faire. Et on discute, il me dit, mais vous savez faire des lunettes de vue, etc. Puis on discute, je fais oui, je lui explique un peu. Puis on se quitte comme ça. Le sujet sur la lunette de vue, là. Il me dit, ouais, pourquoi c'est cher en France, etc. Moi, je sais que c'était pas cher les verres, parce que j'avais des copains que j'avais vu en Chine qui bossaient pour Essilor, qui achetaient les verres 1,50€ et qui les revendaient, je sais plus combien, ils les revendaient à 1,50€ en Chine, c'était revendu à la filiale française 3€, c'était revendu au petit 6€, le petit le revendait 150€. Donc il y avait un truc de fou sur les verres. Petit point là-dessus, juste sur la Chine, parce que moi, j'ai jamais pris cette peine, même si je le regrette un peu, j'ai pas eu le temps d'y aller. Je me disais, en fait, j'ai pas besoin, j'ai Alibaba, etc. Ouais. Ça t'apporte quelque chose vraiment d'y aller? Enfin, au-delà de la curiosité, c'est fantastique, j'aimerais trop voir ça. J'ai compris comment ça marchait, parce que déjà, il faut comprendre un truc, c'est que la plupart du temps, tu crois parler sur Alibaba, tu crois parler à une usine, en fait, tu parles toujours à une trading, tu parles toujours à une société au milieu qui achète une usine, et ce qui fait que quand tu achètes 3 fois la même trading, en fait, t'as beaucoup de chances que 3 fois les produits sortent de 3 usines différentes parce qu'ils ont dû chercher le meilleur prix à chaque fois, ce qui explique parfois la différence de qualité entre tes noms, si tu veux. Donc, faut comprendre avec qui tu travailles, voir leur usine. Même quand tu vois l'usine, t'es pas sûr que ce soit leur usine, mais pas que ce soit un coup monté, etc. Donc voilà. Mais moi, je commence à cartographier, surtout que chaque ville fait un produit différent. Et donc, tu parles de ville, c'est pas du Shenzhen, là, puisque c'est pas de l'électronique. Non, Shenzhen, c'est très large. Yuan, Shenzhen, Guangzhou, etc. Donc, c'est très large en électronique, c'est très connu, cliché. Mais après, vous allez dans le pas cher, en plastique, ça va être Yiwu. En lunettes, ça va être Wenzhou. Les verres, ça va être Danyang. Enfin, il y a vraiment des villes les briquets, c'est une ville. Les chaussures, c'est une autre ville. Tu les as toutes faites? Enfin, toutes, non, mais t'en as fait plein, quoi. Oui, j'en ai fait une quarantaine, celles qui me concernaient. Le packaging, c'est notre ville. Le papier, c'est notre ville. Le plastique, c'est notre ville. Les machines, c'est encore une autre ville. L'industrie, c'est encore une autre ville. Enfin, il y a des spécialités. Il y a une ville en Chine qui fait que des valises aussi. On pourrait faire un podcast entier là-dessus. Parce que tu t'es régalé, t'aimes bien, tu t'éclates là-bas. Ouais. J'ai visité l'usine Samsonite. Enfin, j'ai fait plein de trucs comme ça. Usine de voitures, Volvo, des scooters électriques. J'ai vu des usines qui fabriquent des écrans de téléphone. Enfin, j'ai parcouru la Chine pendant 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, etc. Je suis allé il y a encore un mois en arrière. Et en fait, finalement, je me renseigne sur les prix en Chine des verres, etc. avec mes amis pour savoir ce que j'ai acheté, etc. Et donc, je m'aperçois que sur les verres, il y a une marge de malade. La marge, c'est pas x2, x3, x4, x5, c'est x80 en France sur les verres. Et en plus, il se trouve qu'il y a 2 verres par paire de lunettes. Mais Essilor se prétend pas justement faire des choses extraordinaires en France, etc., etc. C'est la même chose. Et ça fout le doute parce que vous avez l'impression d'acheter une Tesla quand vous achetez des verres, donc c'est compliqué. Les montures, je connaissais déjà parce que c'était mon marché. Et il y avait des usines à moi qui faisaient des montures à 30 centimes, qui étaient correctes, qui correspondaient à des prix de deuxième paire de lunettes en France. Mais si vous mettiez 5, 6, 7, 8, 10, 15 euros dans une paire de lunettes, 15 euros, donc c'était à peu près quand même 15 euros, ça fait 45 fois le prix d'achat de ma moins chère. Donc si vous mettez 45 fois plus cher que la moins chère, vous avez un produit qui est quand même 45 fois mieux. Et là, on tombait sur une qualité marque italienne, Dior, Gucci, etc. Donc voilà, donc je comprends ce marché-là. Et finalement, des montures, donc je trouve des montures de très bonne qualité, faites à la main, très belles, à des prix attrayants, via mes fournisseurs historiques. Et les verres, je découvre le marché du verre. Donc là, je comprends en fait que il y a des énormes usines qui produisent très vite pour le marché européen, pour les grandes marques, à des prix très bas.
Donc je me cartographie comme ça. Et du coup, toutes ces usines, si je comprends bien, elles passent généralement par un intermédiaire, puis un autre, qui fait que chacun prend sa marge et toi, t'essayes de... Moi, j'achetais en direct. Ouais. Moi, j'étais en direct, etc. Je payais en monnaie chinoise, etc. Mais bon, en fait, c'est des verres qui étaient destinés au marché français. Hein. Donc, des verres qui sont servis chez Optique 2000, chez Atoll, chez Chris, etc. Hein. Et là, t'es toujours Lulu Frenchy. Non, là, je suis en train de monter prochaine étape. Donc là, suite à la discussion avec Xavier Niel, en fait. Voilà. Donc, je fais le truc. Et un jour, il me dit, en fait, c'est sympa de faire une pas chère à 30 € ou 40 €, mais moi, j'aimerais qu'on les ait tout de suite. Je lui dis, c'est impossible. C'est comme des chaussures, pointure de la partie de la pointure qui commence à 1, qui finit à 500. Et en plus d'avoir une pointure, vous avez une pointure en largeur. Mais du coup, tu étais rentré dans une relation avec lui, vous voyez, vous échangez par email essentiellement, et en fait, on échangeait de manière... Bon, parfois, c'était 10 fois par jour, parfois une fois par semaine, ça dépendait. Et tu l'expliques comment, ça? Je lui demanderai si j'en ai l'occasion. Ouais, mais c'est quoi? Il s'est pris d'affection? Non, je dirais pas ça. Je pense vraiment, avec le recul, que je leur apportais tout ce que j'apprenais de ma semaine, etc. dans le marché. Je pense que ça l'a intéressé. C'est sûr, parce que c'est un technicien avant tout, il comprend comment ça marche, il adore ça. Donc, c'était pas lié à ma personne, c'était vraiment lié au fait que je pense que je lui ai fait une espèce de envoyé spécial capital sur 6 mois, sur tout ce qui se passait, etc. Sur le marché en Chine, ailleurs, etc. Et en envoyant quoi? Par mail? Tout le temps. Par mail, et des photos, etc. Et je pense qu'il sait vraiment ce qui se passe. Donc voilà. Et il te le demandait pas, tu le faisais de manière proactive? Non, j'adorais échanger avec lui, etc. Et puis un jour, donc, on décide de monter une boîte ensemble qui s'appelle Lunettes pour tous et qui propose des lunettes de vue pas chères. Donc, et qui est-ce qui propose ça? C'est toi? C'est lui, parce que j'ai été très chaud sur le projet, que j'avais l'idée de faire le projet, que lui veut qu'on fasse ensemble, etc. Donc moi, sauf que ça me donne une dimension différente parce que il avait des moyens financiers, que je me disais que s'il voulait le faire avec moi, c'est qu'il pensait que j'étais capable de le faire. Donc ça m'a donné plein de côtés positifs pour pouvoir y aller, ce que j'aurais pas fait avec une autre personne finalement. Donc là, t'as quoi, 23 ans, un truc comme ça? Ouais, j'ai 23 ans, ouais. Et tu t'associes avec Xavier Niel? 23 ans, ouais. 23 ans. C'est cool quand même. C'est cool. Surtout que je connaissais personne à Paris dans les affaires, c'est mon premier contact en fait. Donc, j'ai découvert le premier. Et apparemment, c'est souvent celui qu'on voit en dernier dans sa carrière. Donc, et voilà. Donc je monte cette boîte-là. Et tu t'en rends compte sur le moment un peu? Non, alors non. Pas du tout, parce que je sais pas, parce que je me rendais pas compte et du coup ça m'a pas mis de pression, quoi. Et si tu prends tout ce qui se passe autour, techniquement, il a une armée de, je sais pas, juristes, machin, tes statuts, tes machins, tes trucs, il fait tout seul, il te dit je mets tant, et puis voilà. Ouais, ça se fait comme ça. On voit des montants, ils sont officiels. Moi, j'ai lu des montants d'1 million. Ouais, non, c'est même plus que ça, mais ça se fait par mail, par SMS, c'est très simple. Tu reçois un contrat, même pas. Non, c'est tu te débrouilles, tu montes la boîte. De toute façon, il y a un engagement moral. Voilà, donc moi je pense que c'est l'intérêt de tout le monde que ça se passe bien. Et voilà, et moi j'avais pas de prise de tête, quoi. Non, moi j'ai grand respect pour lui, pour tout ce qu'il a fait. Donc je voulais absolument faire partie d'histoire avec lui, en fait. Donc apparaître à un moment donné comme un plus dans son parcours, en fait. Et dans tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a entrepris pour le pouvoir d'achat, etc. Ce qui est important. Et finalement, du coup, on monte ces boîtes ensemble, très simplement. Donc moi-même les statuts, etc. Répartition de capital, qu'est-ce qu'il choisit? C'est lui qui propose un truc, je dis oui, enfin voilà. D'accord. Bon, ça se passe hyper simplement, le deal est clair. T'es président? Oui, bon. Il est actionnaire? Voilà, très bien. Enfin. Ouais. Mais bon, je fais le boulot. Pas de board prévu, de choses pas de genre. Board, etc. Il y avait pas, c'était pas constitué de la même manière, donc très bien. Et je continue comme ça, donc je monte la boîte. Je connais pas Paris du tout. Il faut que j'ouvre un magasin. J'avais jamais retenu de magasin. Et lui me dit, bah débrouille-toi. En fait, voilà. Donc finalement, je trouve un magasin vers Châtelet. Il te dit pas, va voir machin, il va t'aider ou quoi? Tu te débrouilles vraiment? Non, je pense que là, c'est vous rentrez dans la phase. Là, il vous rentrez dans la phase où il vous teste. Il vous dit. Je te file du pognon enfin je te file. J'investis, et je te teste. C'est assez. Je pense qu'avant de mettre du pognon, il regarde un peu quand même ce qui se passe, quoi. Et il vous teste, quoi. Vous êtes là et il faut amener les bonnes. Vous avez pas les questions ni les réponses, il faut amener les deux, quoi. Et donc voilà, faut anticiper, il faut comprendre, etc. Et finalement, je trouve un magasin Châtelet qui me paraissait cher, mais pas cher par rapport au marché. Voilà, donc j'ouvre ce magasin, etc. Et il fallait comprendre à l'époque que l'enjeu c'était quand même de dire, on va vendre des lunettes de vue à 10 € en 10 minutes. Et surtout, les vendre, et surtout pour tenir cette échelle-là de prix, il fallait en vendre quand même 400 par jour. 400 par jour, c'est énorme. Ah ben, un opticien, il en vend 8, non? 2. D'accord. Voilà. Donc je monte ce projet-là.
Il faut les faire Il y a que Apple qui vend 400 iPhones par jour. Ouais. Dans son je peux beaucoup plus. Ouais, et finalement, voilà. Donc on monte ce projet-là, etc. 400 par jour par boutique. Ouais. Et il fallait faire en 10 minutes, ce qui se passe d'ailleurs en une semaine. Donc là, il fallait que je trouve un process industriel que j'invente avec des programmations. En plus, il faut faire venir du monde. Je veux dire, parce que faut que les gens y viennent pour vendre 400. Mais non, il y a 800 personnes qui passent dans ton magasin. À l'époque, t'existes même pas. Je te raconte l'histoire. Non, j'existais pas. Donc je monte les process. Donc là, hyper compliqué parce qu'il faut trouver une machine qui découpe les verres hyper rapidement. Faut pouvoir stocker les verres. Faut faire un truc industriel automatisé. Donc là, je replonge dans la technique et je sors un soft qui est capable de commander une machine via un iPad, etc. automatisé. Donc je crée un outil de vente complet, etc. Une équipe, un logo, une charte, des montures, des verres. Là, tu te racontes ça en plus comme si c'était facile, mais créer un soft, c'est la merde, c'est compliqué, c'est dur. Je veux te dire, j'ai l'impression aujourd'hui que c'est pas moi qui l'ai fait. Enfin, que c'est moi, mais que je sais même pas comment j'ai trouvé cette énergie pour pouvoir sortir un truc qui a marché hyper rapidement. Parce que pour tout te dire, entre le moment où j'ai eu les fonds, le moment où j'ai ouvert le magasin et que ça vendait des lunettes, avec un concept qui n'existait pas, j'ai été seul sur le projet de A à Z et j'ai mis 5 mois. Seul. Et donc seul, ça veut dire cette machine, soft, les magasins, les boutiques, les travaux, le recrutement, la charte, le discours client. Et t'as, je sais pas, parce que je vois très bien cette boutique puisque nos anciens bureaux étaient juste à côté rue de Turbigo et t'as quand même un truc qui est beau, qui est propre. Enfin, il y a un archi quand même. J'avais copié Apple si tu veux, oui, le design. Ça se voit. Ça rassurait tout le monde, mais si tu veux, donc comme mais tu dis un archi fait comme Apple ou tu n'as même pas des travaux avec un mec, un entrepreneur, même pas d'archi. J'étais électricien dans le bâtiment avant, on peut pas oublier. Donc voilà, on fait des travaux, c'est blanc, on met du sol gris clair, on met des tables qui ressemblent à Apple, on met des lunettes dessus. Enfin, voilà, si tu veux à un moment donné. Mais donc, oui, mais ce que je veux dire, c'est que t'es vraiment du coup seul et impliqué. C'est pas, tu pourrais dire bon, j'ai un peu d'argent, je vais mettre des gars dessus, etc. Mais surtout, tous les jours, tu mets les mains, tu fais l'électricité, tout ça. J'y suis, je travaille sur les machines et projets, et puis 1 euro est 1 euro, parce que moi, faire un chèque même de 3 000 €, pour moi, c'était le bout du monde, si tu veux. Enfin, pour tout. Mais pour une prise, pour un truc, pour n'importe quoi. Donc, c'est toujours le cas aujourd'hui? Et je fais toujours hyper gaffe, parce qu'aujourd'hui, je vois des boîtes qui lèvent des fonds, des 20, 30, 40, 50 millions, qui du coup se retrouvent à acheter une table pour une salle de réunion à 15 000. Enfin, moi, aujourd'hui, et c'est des boîtes qui font aujourd'hui 15 fois de moins de chiffre d'affaires que moi. Ouais. Et aujourd'hui, je le ferai jamais. Enfin, à un moment donné, moi, je comprends pas. Enfin, bref, ça, c'est un autre sujet. Si on peut en parler. Donc voilà. Donc, j'ouvre ce magasin-là, ça s'appelle Lunettes pour tous, 10 € 10 minutes. Je fais le truc avec les journalistes le 22 mai. En fait, non, enfin, même pour l'histoire, pour tout te dire, je devais ouvrir le 15 mai. Sauf que le 15 mai, la machine elle arrivait, etc. Ça marchait pas, etc. Donc, je repousse au 22 mai, dernière minute. Parce qu'on voulait faire ça un mardi, je crois, ou un jeudi. Je crois. Sauf que la veille, je dis à Xavier, non, je vais pas le faire finalement, je suis en retard, machin. Oh, il est déçu, il veut voir le truc sortir. C'est pas grave. On dit c'est le 22 mai. Le 21 mai, UFC Que Choisir fait une étude qui explique que les opticiens sont littéralement des voleurs qui font des marges de 500%. Cette étude devient la une de Google Actualité et des médias le soir même. Et moi, j'arrive le lendemain avec des lunettes de vue à 10 € en 10 minutes. Donc là, il me dit... un peu coup de bol, quoi. Génial, etc. Bravo d'avoir été au courant, etc. En fait, moi, je le savais pas. C'est un coup de bol, quoi, de malade, etc. Et le lendemain, je me retrouve avec toute la presse, en fait, qui m'attend. Et en fait, finalement, on a tous les médias qui viennent nous voir en disant, mais quel coup de maître, finalement. Alors qu'en fait, c'était juste un coup de chance, en fait. Et Xavier Niel vient dans le magasin. Il y avait des journalistes dans le magasin, donc je sais pas si vous voyez l'histoire, quoi. Il se promène comme ça, ses lunettes. Enfin, c'est assez marrant. Et Niel, il vient le faire aussi. L'idée, c'est un peu, il sait qu'il y a des journalistes, c'est un peu public. Non, à l'époque, il dit juste bonjour aux gens qui venaient visiter comme ça, sans dire qu'il avait lien avec moi. Il répondait pas vraiment, franchement, à la question. Donc voilà. Donc on continue. Et toi, il se passe quoi dans ta tête là? Je comprends pas ce qui se passe. La presse est là. Il y avait pas trop de clients au début, etc. Mais en fait, plein de journalistes sont là. Donc les papiers sortent dans la presse. Mais je sais pas, tu shiftes un peu, tu gardes les pieds sur terre, tu te dis. Non, alors vraiment, j'étais juste très déçu parce que je pensais peut-être qu'il y aurait plus que de journalistes. Enfin, j'en sais rien. Mais j'étais très fatigué, très déçu. Et voilà. Et puis là, je me retrouve finalement 3 jours après retombé du truc. Je suis juste à un magasin de lunettes avec des vendeurs dedans et je vends des lunettes, quoi. Et je me dis, en fait, toute ta pression était retombée, si tu veux. Mais tu vends tes 400 lunettes par jour? Non, je les vends pas. Je les vends pas parce que j'ai pas assez de médias, etc. Et qu'en fait, je me rendais pas compte, mais j'en vendais déjà peut-être une centaine, ce qui est déjà énorme en fait, si tu veux, en réalité. Et donc je fais ma centaine de paires de lunettes par jour, etc. Et là, par-dessus, Capital vient nous voir en disant on va faire un truc sur vous, etc. Donc je dis ok, moi je rêvais de faire Capital parce que j'étais fan de Capital, de cette émission depuis toujours. Et finalement, Capital, la rédac décide finalement de faire un portrait sur moi, complet. Donc on tourne directement au mois de juin, juillet ensemble, au mois d'août, etc. On part en Chine ensemble.
Et là, que je sentais qu'il y avait un côté un peu piégeant dans le reportage. Ils voulaient trouver un truc qui allait pas. Et donc moi, je décide de les emmener en Chine parce que je pense que c'était sur la qualité que ça allait se jouer. Et on arrive en Chine et je préviens pas les usines que je suis forcément avec des journalistes. Donc on filme des images et là on filme des images en fait en usine. Et là on s'aperçoit qu'en usine chinoise, il y a plein de Chinois qui emballent des verres de grandes marques françaises marquées Made in France. Donc, le journaliste chope les images, etc. Donc génial. Et je me souviendrai que donc le journaliste comprend en fait qu'on se fout de notre gueule sur ce marché en fait, vraiment. Quand on achète des produits en Chine, on fait croire qu'ils sont français. Toi, tu pensais à un moment qu'ils essaient de te piéger ou tu pensais que... Au début, oui. Ouais. Du coup, je me suis dit, je vais tout ouvrir, je vais ouvrir toutes les portes. Qui tout double, où ça marche pas, où ça marche. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très important qu'ils voient tout pour que les gens se fassent une idée. Et là, le reportage se fait. Finalement, le sujet monte en épingle à la rédac. Entre-temps, je fais un BFM Business un matin avec Soumier qui fait énormément de vues par rapport à la moyenne. Je crois que tout le monde fait 1000 ou 2000 vues, j'en fais 700 000. Enfin, c'était le plus gros BFM Business de l'histoire. Donc, un plateau un peu péchu, etc. Et M6, finalement, agrandit le sujet de Capital et va voir des patrons des grandes marques de verre françaises. Et je me souviens toujours qu'ils prennent un verre de chez moi et un verre de chez eux, qu'ils inversent les emballages. Ils vont voir le PDG des grandes marques de verre en disant, bah voilà, vous avez vu vos verres et les verres de L'Une pour tous. Oui, donc il y a le patron de la marque de verre qui prend le verre dans la main en disant, vous avez vu, bah on voit bien que le verre de L'Une pour tous c'est quand même du bas de gamme, ça va pas, vous voyez bien que le nôtre est quand même bien mieux, vous voyez bien, etc. Et la journaliste qui lui dit, mais vous savez qu'on a échangé les verres, machin, donc là le juridique qui sort, etc. C'est de pas diffuser. Et là les journalistes se disent, en fait, il y a un vrai problème en fait finalement. Et on décide de trouver un patron de chaîne de magasins pour venir avec moi sur le plateau, donc personne ne veut venir, finalement c'est le patron d'Atoll qui vient. Et là je me retrouve en face à face avec le patron d'Atoll qui voit le reportage sur L'Une pour tous en même temps. Donc là, on voit tout le reportage, l'histoire de L'Une pour tous, mon parcours, comment je trouve des lunettes moins chères, etc. Et surtout des experts qui checkent mes lunettes sans savoir le prix, qui disent en fait, ouais, c'est des lunettes qui valent 300-400 euros. Donc moi, en fait, finalement, on me disait que j'étais pas mieux que la moyenne, mais j'étais beaucoup moins cher, en fait. Donc là, succès du reportage, etc. Réaction du patron d'Atoll devant 6 millions de Français ce dimanche soir-là. Premier mot qu'il dit, bravo Paul. Je sais pas si vous voyez la gueule des 800 adhérents Atoll qui payent un droit de franchise tous les ans à ce monsieur-là. Donc le reportage finit comme ça. J'ai dit bravo Paul. Bravo, je suis plutôt sympa. D'accord. J'aurais pas fait mieux. Voilà. Donc reportage, moi je suis un peu les jambes sciées. Je m'attendais à avoir un débat et devoir lui monter dessus, mais en fait pas besoin. Le mec me félicite, donc je suis un peu étonné. Ce patron-là se fait limoger 2 semaines après d'Atoll après 20 ans de métier. Donc grosse conséquence. Et nous ça cartonne. Et on monte. Et là on fait pas 200 paires, on fait pas 300 paires, on fait 400, 500 paires par jour de lunettes. Donc c'est énorme en fait. Donc là la boîte décolle et ça ne retombe jamais. C'est ce que j'allais dire parce que quand même la difficulté d'une boîte qui repose entre guillemets sur des relations presse, c'est potentiellement quand il y en a plus. Tu vois, j'entends beaucoup de startups, beaucoup de gens qui me disent oui, on va faire des relations presse, on va faire des choses, et en fait dès que t'es passé, tu fais un super moment et puis souvent après ça retombe. Mais toi en fait, il y a quand même une prise de conscience. C'est la différence. Et puis j'ai un produit qui est utile et on avait surtout 8 millions de Français qui n'avaient pas 8 millions de Français qui n'ont pas accès aux lunettes. Donc, non mais c'est ça. Donc c'est une prise de conscience aussi d'un truc où j'ai pas monté une startup qui fait des ourlets à domicile. Si tu veux. Enfin, tu vois, à un moment donné, c'est une boîte qui te vend des lunettes à des gens qui ont pas de lunettes, qui te permettent de venir sans aller voir le médecin faire un examen de vue sur place gratuitement au lieu d'attendre 6 mois l'ophtalmo et d'acheter une lunette de vue à 10 € tout compris. Enfin, tu vois, t'as un vrai truc. Et c'est devenu une sorte de vocation. Je veux dire, un peu ce truc qui était un peu opportunité business, etc. Toi, tu l'endosses aujourd'hui comme autre chose ou... Si tu veux, aujourd'hui, ma position, c'est que effectivement, je serais content d'avoir pris 230 salariés en CDI qui, pour la plupart, n'avaient pas de diplôme comme moi, parce que tu reproduis toujours les mêmes choses. Je les ai formés à l'optique et aujourd'hui, c'est tous des gens qui sont en magasin qui gagnent un salaire supérieur à la moyenne. C'est important de le dire parce qu'avec les primes qu'ils ont, etc., sur plein de sujets, j'ai quand même pu avoir la chance, via cette boîte-là, de donner la chance à des centaines de jeunes, en fait, qui ont aujourd'hui un boulot stable, un CDI, ce que j'aurais rêvé d'avoir finalement. Donc j'ai reproduit ce que j'aurais rêvé d'avoir pour eux. Et en plus, j'ai tous les jours plus de 1000 clients, 1200 clients par jour. 1200 clients, donc des acheteurs. Acheteurs qui viennent en magasin sur 9 boutiques, tu vois, qui viennent et finalement... T'as une grosse partie des gens qui ont les moyens d'aller ailleurs, mais qui en fait ont pas le temps, donc en fait les fait de les avoir en 10 minutes. Et puis avoir les moyens, puis il y a aussi de pas se faire arnaquer, entre guillemets. Non, mais il y a ça, mais bon, foncièrement, ils ont des mutuelles, etc. Donc ces gens-là, c'est vraiment une clientèle Amazon qui a pas le temps, qui aime bien ce côté rapide. Donc on a une grosse clientèle aisée qui vient chez nous parce que c'est rapide et pas cher et que c'est des beaux magasins, que c'est branché, c'est concept et que tous les vendredis on a des nouveaux designs de montures. Enfin,
on a un vrai produit. On est entre Apple, Amazon et Zara. Si tu veux, on a la promesse. On a un magasin comme Apple, on a une promesse fashion comme Zara, et un prix comme Zara, et un service après-vente et de livraison comme Amazon, quoi. Vraiment, j'ai vraiment mis tout ça dedans. Je suis très exigeant là-dessus, quoi. Ce qui fait qu'on a une croissance énorme de chiffre d'affaires sur chaque magasin. Mais surtout, on a la moitié des gens qui viennent, ou un tiers des gens qui viennent aujourd'hui, qui n'ont pas les moyens d'acheter des lunettes. Donc quand vous êtes devant dans le magasin et que vous voyez des clients payer 10 €, tout compris la paire de lunettes avec l'examen de vue inclus, qui mettent les lunettes sur les yeux, je peux vous dire que j'aurais dû faire un film avec ça, parce que j'en ai vu des centaines se mettre à pleurer en disant putain, je retrouve la vue en fait. Pourquoi tu fais pas ce film? J'aime pas une bonne idée. Non, mais j'ai pas envie de. Mais c'est très intime comme image. 10 €? 10 € tout compris, monture et verre, tu vois. Tu vends ça là aujourd'hui? Ouais, 10 € monture et verre. Tu peux venir demain acheter des lunettes, tu vas payer 10 € TTC, une monture et deux verres à la vue. Et tu gagnes de l'argent, évidemment. Et tu gagnes de l'argent, on gagne de l'argent pour rester. Et t'en vends des plus chers aussi, j'imagine? Des plus chers, avec des montures faites à la main, en écaille, avec des super verres anti-lumière bleue, tout ce que tu veux. Voilà. Ton modèle le plus cher? Mon modèle le plus cher de monture, il a 50 €. C'est des montures en titane de malade qui pèsent 3 grammes. C'est un peu la Bentley de la monture, si tu veux. Et puis, tu peux prendre aussi des verres les plus chers, ultra amincis, ultra anti-reflet, machin. Tu vas payer 40 €, quoi. Donc, voilà. Et tu fais de la solaire... Solaire à la vue. Solaire sans vue? Ouais, solaire sans vue, solaire à la vue, solaire qui se teinte au soleil automatiquement, verre polarisé, verre anti-lumière. Toute la gamme C'est du montage après. Donc, voilà. Et finalement, moi, ce qui me rend fier tous les jours, c'est mes équipes en premier, d'avoir pu donner la chance à plein de gens. Et surtout pouvoir avoir des clients aujourd'hui qui puissent acheter des lunettes, quoi. Donc le côté fashion c'est sympa, mais bon, je pense qu'il y a d'autres qui peuvent le faire, mais d'avoir vraiment des gens qui nous écrivent tous les jours. On a des courriers, des emails, des mots sur Facebook, merci, grâce à vous j'ai retrouvé du travail, grâce à vous je peux conduire à nouveau, grâce à vous, etc. Et cette histoire là elle a failli s'arrêter un jour en fait. Donc 6 mois après l'essor de Capital, je voudrais juste ce point là-dessus, c'est un truc en fait qui t'a un peu surpris, c'est-à-dire que t'es quand même arrivé là un peu par hasard, quoi. Par Lulu Frenchy, par la SNCF. Oui, je suis électricien. Et avant, je suis opticien, j'étais électricien. Oui, enfin, tu vois, ça a un peu changé au début. Voilà. Et donc, c'est très spécial. Et finalement, tu vois, ce qui me rend vraiment heureux et fier aujourd'hui, c'est mes équipes, encore une fois, et de me dire qu'il y a des milliers de Français chaque jour qui peuvent acheter des lunettes de vue et qui pourraient pas le faire si on n'était pas là. Et il y en a encore des millions d'autres qui ne le savent même pas qu'il y a ça. Oui, parce qu'on n'est pas assez présent encore et qu'on n'est pas assez connu et que grâce à toi, on va le devenir encore plus. On peut commander en ligne aussi? Pas encore, parce qu'on a des sujets à traiter avant, etc. Mais bon, tu vois, on essaie de se placer dans chaque grande ville pour que, en fait, 70% des Français nous aient à moins d'une heure de chez eux, en fait. Et ça vous paraît loin, 1 heure, mais pour gagner 400 € par personne, vous venez à 4, vous gagnez 1600 € en 1 heure. Donc, c'est assez rentable. Donc finalement, et tu vois, c'est marrant parce qu'avec les mouvements de gilets jaunes, toutes les boutiques ont été cassées de partout. Sur nos axes, et nous à chaque fois on est épargnés. Les gilets jaunes disaient l'une pour tous avec nous, 10 € le pouvoir d'achat. Donc vous voyez, on est en plus un peu dans cette dynamique là. On n'a jamais eu une rayure sur une boutique pour l'instant. Je touche du bois, j'espère que on va continuer à avoir cette dynamique là. Et finalement, donc tu vois, c'est ma grande fierté, c'est vraiment d'avoir le côté social de cette boîte là, de pouvoir rendre service aux salariés et aux clients. Et en plus, il se trouve que la boîte gagne de l'argent. Donc l'investisseur gagnera de l'argent, donc tout le monde est content. À part la concurrence, mais ça, limite, on s'en fiche. Hein, tu vois, c'est un marché qui change. Oui, tu te fais déboîter la gueule par tous les opticiens, j'imagine. Oui, bien sûr, mais si tu veux, à la limite, pour moi, c'est un marché de plus qui change. C'est comme l'arrivée à l'époque la grande distribution, Leclerc qui arrive et les épiciers à l'époque, il y a 50 ans en arrière, l'arrivée du low-cost en aérien, etc. Mais c'est des modèles très compliqués à tenir. Et t'as pas des opticiens qui veulent ouvrir des lunettes pour tous? J'en ai eu, mais en fait, faut bien comprendre que le métier d'opticien, c'est d'avoir une boutique avec 2 clients par jour. Et que moi, je suis sur des process industriels pour gérer plusieurs centaines de clients par jour. Tu peux pas le franchiser. Et je vais te dire un truc, je pense que le meilleur candidat à la reprise d'un lunette pour tous, ça serait pas un opticien, mais ça serait un gérant de fast-food McDonald's qui s'est envoyé 300 burgers par demi-heure, quoi. Vraiment. Et là, c'est un sujet, en gardant une qualité constante. Tu vois, à peu près la différence d'échelle. Et aujourd'hui, donc, cette histoire a failli s'arrêter parce que tu vois, on a un fort du succès du 10 € 10 minutes sans ordonnance, etc. On rend service aux gens. Et un jour, les ophtalmos pointent en faisant passer un décret fin 2014. Je suis à peine au courant, comme quoi toute prothèse médicale externe doit être soumise à une prescription d'un médecin. Donc, sous-titrage, lunettes égale ordonnance. Ce qui aujourd'hui n'était pas indiqué dans la loi, parce que finalement, qui allait acheter des lunettes en payant 500 € sans se faire rembourser? Personne. Ordonnance égale mutuelle. Et moi, j'ai inventé finalement le déremboursement des lunettes, que tu achetais une paire de lunettes comme des chaussures. Donc là, je me retrouve comme un con, avec un projet qui marche super bien, 10 € 10 minutes, qui devient 10 € 6 mois. C'était une loi Paul Morlet, quoi, un peu quand même. Ouais, voilà. Et là, je me retrouve super emmerdé, et c'est 4 000 € d'amende par client qui détient des lunettes sans ordonnance, plus exercice illégal de la médecine. C'est du pénal.
compliqué. Et finalement, tu vois, je continue à vendre des lunettes en me disant, on verra bien ce qui se passe. Ah, la loi passe ? La loi passe, c'est un décret en fait, c'est un décret. Le décret, ok. C'est un décret qui passe, ça se fait en 1 heure dans un bureau. Là, je suis super emmerdé. Et tu sais pas, t'as pas plus d'infos de comment, non, quoi. Non, je sais pas trop, je suis pas câblé, voilà. Je suis jeune, je suis pas très au courant. Moi, je suis. Mais même maintenant, tu sais pas. Si, maintenant j'ai su qui c'était, etc. Mais c'est juste qu'un ophtalmo aujourd'hui prenait 50 ou 100 euros, 200 euros pour appuyer sur un bouton et ça partait, quoi. Donc, c'est normal. Et tu vois, donc je suis emmerdé, je vis avec ça, voilà, bon. 3 mois après, par hasard, je vais dîner dans une pizzeria dans le 7e arrondissement. Et en ma diagonale, je reconnais la mise à santé de l'époque. Tu vois, je la reconnais, elle est là. Donc moi, affolé, je me lève, je vais la voir, je dis écoutez, je suis le fondateur de Lunettes pour tous, les lunettes à 10 euros. Il faut que je vous vois parce que j'ai un petit problème, etc. Ah, écoutez, monsieur, je suis avec ma fille, j'ai pas le temps, asseyez-vous. Bon, je me fais envoyer chier royalement. Je suis bien embêté avec ce sujet-là. Et finalement, j'étais avec un ami, on sort fumer dehors, etc. Puis il y a un mec qui était le cul sur une bagnole dehors. Et, ah, vous avez du feu, etc. Ouais, bon, lui file du feu. Vous faites quoi dans la vie? Il me dit, moi, je suis chauffeur, etc. D'accord, ok. Uber, non, c'est pour des personnalités. Ah, d'accord, ok, machin. Et vous, bah, nous, on est opticien, on fait des lunettes de vue. Ah, putain, j'ai pas de lunettes. C'était le chauffeur de la ministre? J'ai pas de lunettes, je les ai perdues. J'ai rendez-vous chez l'ophtalmo dans 3 mois. C'est la galère, etc. Je dis, attendez, vous êtes le chauffeur de la ministre de la Santé, vous avez pas de lunettes, quoi. Bah ouais, c'est ça, machin. Je dis, bah, venez chez nous demain, on va partir avec des lunettes. Ah, c'est génial, super, je filme ma carte, etc. Je rentre dans le restaurant, je m'assois, je la vois se lever pour payer, je crois à la caisse, je dis écoutez madame, faut que je parle, je suis désolé, mais je viens de parler avec votre chauffeur. Et en fait, il vous conduit sans lunettes, il voit rien, quoi. Donc en fait, ça serait bien qu'on se voit, etc. Parce que je pense qu'on peut en faire une Diana, quoi, je lui dis. C'était un peu trash. et voilà. Et elle se marre, elle t'envoie chier. Elle se marre pas trop, elle prend la carte, machin, bon, voilà. Et le lendemain, le mec se pointe. Donc là, une demi-heure après. Toi, t'étais là dans la boutique tout le temps. Mon bureau était en dessous, hein, donc ouais. Tu vois, bien sûr, j'étais là. Et là encore plus. Et il repart une demi-heure après avec des lunettes. Donc le mec, tout content, putain, il voit avec des lunettes. Il conduit la mise toute la journée, hein, bien sûr. Donc... T'as un problème de vue, toi, ou pas d'ailleurs? Non, pas du tout. Non, parce qu'en fait, c'est vrai que c'est ce que tu racontes. Excuse-moi, mais cette histoire de gens qui recouvrent la vue, en fait, je m'en rends pas bien compte parce que moi, je vois bien mais moi, c'est pareil. Et du coup, c'est vrai que j'ai réalisé un jour avec mon frère qui est mon associé, on était à la piscine tous les deux, on nageait. Il y a pas si longtemps que ça, et puis. Je crois qu'on avait une deadline, un truc à faire. On bosse ensemble, c'est mon associé. Et il me dit, et je lui dis, bah oui, ça va, on a le temps. Il nous reste au moins, on peut nager 45 minutes. Il me dit, parce que tu vois l'heure là. Et en fait, il y avait une horloge juste là. Ouais. Il me dit, moi, je vois une tache en fait. Ouais. Et c'est vrai que c'est fou compliqué, en fait. Non, mais c'est assez beau c'est vrai le truc. Donc d'accord. Et du coup, voilà. Mais du coup, finalement. Il repart, il t'aime. Content. Il t'aime. Ouais, il est content, je lui offre, etc. Et puis, toute la journée, il conduit madame la ministre à ses rendez-vous, etc. Donc, et tu lui glisses pas un petit truc, genre. Non, mais il lui dit, ah, génial. Bien sûr, je lui expliquais le truc. Donc, voilà. 3 jours après, je suis reçu par le cabinet qui me dit, bon, racontez-moi l'histoire. Je dis, bah, voilà, il y a ça qui est emmerdant. Bon, on comprend, machin. Bon. Et 3 jours ou 4 jours ou une semaine après, un autre décret qui passe qui dit que si c'est un cas d'urgence, l'opticien peut faire des lunettes sans ordonnance. Donc finalement, on est devenu, vous voyez, par le bon sens des choses, comme quoi on nous écoute parfois, on avait le droit de vendre des lunettes de vue sans ordonnance. Donc c'était assez super. Donc c'est finalement, voilà, l'histoire finie, quoi. Donc là, peu, tu vois, on voit un peu de hasard, c'est toujours pareil, hein, le même débat, mais aussi un peu, tu te bouges pour le provoquer, cette histoire. De toute façon, je l'ai pas fini en prison pour avoir parlé de ministre. Je veux dire, à un moment donné, ils sont là pour ça. Donc, et je trouve qu'elle était même pas assez là pour ça, je dirais. Et voilà. Et donc finalement, je m'occupe donc ça passe, etc. C'est super, on est content, on continue le développement. Puis entre-temps, on ouvre des magasins, ça marche de mieux en mieux, et on trouve le modèle financier qu'on arrive à dupliquer de partout, ça marche bien, voilà. Et finalement, aujourd'hui, tu vois, on sert de plus en plus de gens qui ont besoin de lunettes, on est hyper content. On a toujours une position de leader, entre guillemets, sur le nouveau marché de la lunette, pas cher, etc. Et on s'aperçoit que finalement, le pour tous marche pas mal parce qu'il y a plein de concepts qui se montent dans d'autres domaines pour tous, et qu'aujourd'hui on s'aperçoit que le pour tous, le low cost, ça plaît à tout le monde et pas seulement en fait finalement à une population qui a besoin de ça. Et surtout, faut comprendre un truc, c'est ce que la leçon de l'histoire, c'est que le low cost, tout le monde dit c'est moins bien, etc. Mais en fait c'est faux parce que vous savez que pour faire du low cost, en fait, il faut investir beaucoup plus qu'un autre. Et ça, j'en rends pas compte parce qu'en fait, l'autre fois, je regardais un avion EasyJet. Je tapais l'immatriculation sur un site, ça vous donne le trajet de l'avion dans la journée. Et en fait, on voit qu'un avion EasyJet, il doit faire 8, 9, 10 trajets dans la journée. Ouais. Alors qu'un avion Air France, il en fait 4. Et finalement, vous apercevez que l'avion EasyJet, il a 3 ans et l'avion Air France, il a 20 ans.
La morale de l'histoire, c'est qu'en fait, pour faire du low-cost, faut beaucoup investir. Quand vous faites des lunettes pas chères à 10 €, faut avoir des grands magasins beaucoup plus grands, mieux placés pour avoir du flux. Faut avoir une qualité très bonne parce qu'en fait, si vous décevez au premier achat, on revient plus chez vous. Or, vous avez besoin de volume et de renouvellement. Et vos salariés, en fait, travaillent plus que la moyenne, donc vous avez besoin de les payer plus cher. Donc, en fait, vous avez tous les coûts de base qui sont les coûts fixes qui sont beaucoup plus élevés qu'un magasin de luxe, en fait, pour vendre moins cher. La différence, je dirais, avec une compagnie low cost, c'est que le service avec les bagages en moins, les trucs, il y a des choses que t'as pas alors que tu les as chez toi en plus. Ouais, la différence, c'est que t'as pas une qualité moindre. T'as peut-être pas la boîte et le machin avec j'imagine que tu fais pas la boîte à 10 balles, quoi, parce que. Non, c'est offert. Mais moi, c'est non, mais je veux dire, la boîte d'une paire de lunettes à 400 balles, elle coûte probablement le prix de ta paire de lunettes, en fait. Toi, j'imagine, un emballage un peu simple. Non, il est sympa. Il ressemble à un emballage d'iPhone. Il est très beau. Il est même plus classe que la moyenne, je te dirais. C'est juste qu'on le fait en Chine et qu'il est très sympa et qu'on sait l'acheter correctement. Mais en fait, le sujet, c'est que EasyJet, etc., ils sont dans une guerre, un bain de sang tarifaire, si tu veux. Donc forcément, le billet steak te rapporte 0 et tout topping additionnel te rapporte de l'argent. Et c'est un autre modèle que nous, parce que nous, finalement, on gagne de l'argent à chaque fois. Et aujourd'hui, tu te fais pas trop attaquer sur le Made in China, tout ça, c'est pas un truc. Moi, le Made in China, je trouve que c'est un faux débat parce qu'en fait, tu vois, à la fin, je prends le bilan de ma boîte, je regarde mes achats, je regarde le coût de mes achats dans la boîte, je regarde où j'achète parce que j'achète pas que en Chine, et je regarde la ligne Chine dans ma boîte, ça doit faire à peu près 23-24% de mon chiffre d'affaires par an en Chine. De tes dépenses ou de ton chiffre d'affaires? Mes dépenses, mon chiffre d'affaires. D'accord. Ça va être ça. Un peu plus de mes dépenses, excuse-moi, mes dépenses, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, c'est 50% qui part, ou 60% qui part dans l'URSSAF et dans des loyers, etc. Ben oui. C'est l'argent qui reste en France et c'est des salaires qui restent en France et des gens qui consomment en France. Donc finalement, la question que j'avais, est-ce que si je faisais toutes mes lunettes en France, je pourrais faire 10 € ? Non. Et est-ce qu'aujourd'hui, je pourrais avoir 225 salariés en France grâce à les lunettes Made in France ? Non, parce que j'aurais pas de volume, pas de vente. Et à un moment donné, je pense qu'il faut rester focus sur des produits qu'on sait faire, c'est-à-dire des produits très de valeur ajoutée, le luxe. Le vin, le luxe, etc. La maroquinerie, on sait faire. Peut-être un peu industriel sur certaines choses, ouais. Autant aller s'emmerder à faire des trucs à bas prix, non. Et tu es dépendant quand même du fait que la Chine, on va dire, devient un pays de plus en plus cher. Si justement ton coût d'achat augmente de 20% ou 30%, tu risques de devoir te retrouver avec 15 balles la paire de lunettes. Enfin, non, mais oui, ce qui reste pas forcément très cher, mais je sais, j'ai pas pensé à ce scénario-là, mais après, j'imagine que si tous les prix en Chine augmentent, enfin, je sais pas, je connais pas exactement l'impact, comment ça se passait, il y a forcément un truc à baisser à côté. Voilà, mais moi, je pense que c'est pas vraiment le sujet en ce moment. Là, je pense qu'il y a un vrai problème de pouvoir d'achat, donc faut pas croire qu'aller faire ça va aider. Donc, voilà, finalement. Et donc cette croissance-là, t'es passé de 1 à 9 boutiques en combien de temps? Ça a été assez lent au début. J'en ai fait 1, puis 2, puis 3 en 3 ans. Ouais. Parce que le modèle, à chaque fois, on reproduisait jamais le même modèle, en fait. On s'est aperçu qu'on voulait innover sur l'emplacement, ce qui était une grosse connerie, parce qu'en fait, l'emplacement, vous savez, ça se renouvelle pas. C'est-à-dire que c'est l'endroit où ça passe. Il est là, voilà, faut pas croire que vous êtes disrupté. Tu payes cher et ouais. Oui, enfin, encore, faut faire de bonnes affaires quand vous rentrez, c'est l'idée, mais effectivement, sur le flux. Donc, première boutique Paris-Léal, deuxième boutique Lyon. Ouais, un peu excentré, donc succès un peu moindre à l'époque, et Marseille, Vieux-Port, etc. Moyen placé. Et puis finalement, on s'est dit, sur l'emplacement, on peut pas réinventer la roue, donc on a refait le réseau avec des bons emplacements. Et vous avez changé les boutiques de Lyon à Marseille? Lyon, non, Marseille, oui, et on a fait x4 en chiffre d'affaires du jour au lendemain, en fait. D'accord. Donc voilà. Comme quoi. Et donc les 6 autres, elles sont? Les 6 autres, elles sont à Nantes, à Rennes, à Montpellier, à Nice, à Toulouse, à Bordeaux, à Lille. T'en as qu'une à Paris, par exemple? Ouais, une aujourd'hui, mais dans un mois, j'en ai 4. C'est vrai? Voilà. D'accord. Voilà. Et cette croissance, elle se fait de manière organique? C'est-à-dire que tu as levé de l'argent encore après? On a un peu de besoins financiers, donc on est bénéficiaire, donc on peut absorber le développement avec nous, mais après, c'est vrai que pour des gros coups de croissance, d'un coup, faut... Donc pas de l'emprunt uniquement, quoi. Ouais, de l'emprunt, voilà, etc. Donc il y a plein de choses à faire. Parce que tu parlais tout à l'heure de levée de fonds, de choses comme ça. Ton concept, tu pourrais te dire, je vais le faire dans toute l'Europe, même si peut-être que c'est pas pareil. Je pense qu'à un moment donné, il faut quand même maîtriser son sujet. Et aujourd'hui, quand j'arriverai à driver la boîte avec 500-600 salariés, avec à peu près 50-60 millions de chiffre d'affaires, etc., d'ici 6 mois, 8 mois, si j'arrive avec succès, je l'espère, je me donne tout le mal qu'il faudra. Je pense que là, on pourra penser à des sujets un peu plus gros, etc. Mais je pense là, tu te dis, en 2019, tu te vois passer les 50 millions d'euros de serre. 2019, non. Mais 2020, oui. Clairement. Même plus. Chaud. Mais et donc, attends, on est en 2018, T'as monté la boîte quand? 2014. 2014. Ouais, donc c'est fulgurant. En fait, il y a un gros sujet au début dans le retail. Vous avancez pas pendant 3 ans, 2 ans. Ouais.
vous moulinez, vous savez pas trop, vous tâtez, vous faites 2 magasins, c'est pas les mêmes. Et puis d'un coup, tout devient logique en fait. Et ça met 3 ans, ce que je vous dis. Tout devient logique et vous dupliquez, ça marche. Et là, t'arrives à sortir tes mains du cambouis, à pas mettre dans chaque boutique, faire l'électricité. Non, ça c'est bon, ça je peux plus, mais je suis très présent sur les travaux, j'adore ça, les chantiers, on a beaucoup internalisé les choses. Ouais. Et j'adore faire ça, parce que c'est vrai que faire une belle boutique pas très chère rapidement, c'est super. Et maintenant, mon sujet, c'est de les faire évoluer techniquement, encore plus belle, plus classe. Voilà. Mais tout ce qui est vente, marketing, technique de vente, compta, analyse, toutes ces choses-là que t'as pas apprises en cours, t'as des gens qui t'accompagnent, mais t'as des gens entouré. Oui, bien sûr, mais il y a des gens qui t'ont fait shifter vraiment réellement. Ouais, tu fais shifter parce que tu t'aperçois. Et puis, je suis très critique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu veux, pour le marketing, moi, à un moment donné, le marketing, pour que ça me touche, c'est très compliqué. C'est-à-dire que moi, toutes les offres que je vois, à chaque fois, je comprends la carotte, si tu veux. Et moi, je suis persuadé de mon offre. C'est-à-dire que moi, quand je te dis 10 € 10 minutes, je serai mon client. Ouais. Et je fais tout un pricing, etc., qui va avec. Et les gens sont contents parce que tu vois, tu regardes les commentaires sur Internet, on a très bien noté, etc. Mais moi, je crois pas aux offres un peu carottes. Mais j'ai presque envie de t'acheter des lunettes alors que j'en ai pas besoin, tu vois. Ouais, non, mais enfin, c'est même plus grave d'en avoir besoin, si tu veux. Mais en fait, je suis très dur moi, pour m'obtenir comme client, c'est très compliqué parce que je suis hyper exigeant, hyper critique, etc. Donc, je me donne la même exigence sur mes produits et sur mon offre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne s'autorise pas pour garder le côté pur et classe et une bonne affaire d'une bonne affaire et surtout bon service, parce que sur le service, on est à fond. Le SAV est super bien, vous cassez vos lunettes, on vous les change gratuitement comme Amazon. Enfin, vous avez acheté à Lyon. T'as une assurance là-dessus? Comment ça se passe? Non, mais c'est du SAV, c'est une geste commerciale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, ce qu'on se dit, un client content, il va le dire 10 fois, un client pas content, il va le dire 100 fois, et on a besoin de croissance. Donc à un moment donné, est-ce qu'il faut, moi, l'ordre de mes équipes, elles ont pour ordre que le client, même de mauvaise foi, soit content. Donc à un moment donné, et moi. Ouais, ce qui est plus facile sur un produit à ce prix-là qu'un produit que tu payes à 150 €. Bien sûr. Mais moi, je trouve que de toute façon, et tu vois, quand je vois dans des bars, des restaurants, les restaurateurs et les bars mal réagir à quelqu'un qui renvoie son plat ou son verre, toujours à se plaindre, mais je me dis, vous vous rendez compte qu'en fait, les gens viennent chez vous, ils sont conscients de payer 10 fois le prix réel de ce qu'ils mangent ou de ce qu'ils boivent. Effectivement, apportez-leur un peu de service. Effectivement. J'ai une reco là-dessus à te faire et à faire à tous ceux qui nous écoutent. Il me l'a envoyé bien sympathiquement. Je voudrais l'inviter sur ce podcast, mais il me dit qu'il a rien à raconter, ce qui est complètement faux. Jonathan Lefebvre, qui est un mec qui vient de Captain Train, de Trainline, qui a écrit un post super sur Medium et maintenant un bouquin qui s'appelle L'obsession du service client que je recommande, mais tous les gens, c'est un truc de fou. Ils vous répondent un email en 4 minutes, SNCF c'est en 9 jours. Tu leur proposes une idée, un an après tu reçois un tweet qui dit ah tiens, ton idée on l'a mis en place, regarde. Enfin c'est incroyable. Non mais c'est des gens qui ont été très forts et ça c'est l'histoire a été, et puis ça a été exécuté sans discuter. Nous qui est là-dedans. Nous c'est à fond, moi je suis à fond là-dedans aussi, tu vois, et finalement, et moi tu vois, quand je vais dans des commerces physiques, etc., que ça se passe mal et que je vois que l'expérience est moins bonne que sur Internet, on comprend pourquoi c'est fini, en fait. En fait, les gens ne se rendent pas compte. Et moi, c'est un peu le paradoxe de ton truc, c'est que t'es quand même, toi, t'es complètement pas digital, en fait. Avec une expérience et une promesse qui sera toujours meilleure qu'Internet. Lunettes de vue en 10 minutes, Amazon ne pourra pas te les faire. D'accord. Donc voilà. Alors qu'aller faire des magasins de lunettes qui te les lire en une semaine, quel intérêt? C'est moins bien qu'Internet. Folie. Donc voilà. Tu vois, le sujet est là. Et là, on est en plein dans le pouvoir d'achat, les gilets jaunes, etc. Et c'est vrai que moi, c'est un sujet qui me touche, tu vois. Donc, je suis content d'aider un peu la population à pouvoir avoir des besoins primaires qui sont des lunettes, etc. Parce que tu vois, je sais pas ce que vous pensez des gilets jaunes, mais. Alors, je sais pas si je dois débattre de ça. On est forcément sensible à la corde. Je veux pas faire d'actu parce que je veux aussi que ce podcast soit concerne plus de monde et puis dure le plus longtemps possible. Quand on l'écoute dans 2 ans, je veux qu'on puisse se dire. C'est une étape. Tu vois. Mais l'idée, c'est que moi, je suis aussi très sensible à ce que tu dis, évidemment, et à la beauté de ton implication dans tout ça, mais aussi au parcours, quoi. Je veux dire, il y a aussi un peu ce côté, la boucle est bouclée par rapport à là où t'as commencé, sans avoir ce côté revanche sur la vie non plus, tu vois. C'est vraiment un truc où c'est une histoire qui se fait étape par étape. Et c'est quoi ton trip du coup maintenant? Tu veux aller où? Tu veux faire quoi? Tu veux rester là? Tu veux vendre ton truc? Tu veux faire autre chose? Déjà, tu fais de l'argent là déjà. Enfin, je veux dire, la boîte gagne de l'argent, mais toi, en plus, la conséquence c'est que tu gagnes de l'argent, donc c'est plutôt bien. Après, moi, je suis pas un fou des dépenses, tu vois. Mais je suis pas frustré, je suis heureux comme ça. J'ai les mêmes copains. J'ai les mêmes loisirs, j'ai les mêmes envies qu'avant, tu vois. Donc finalement, j'ai les mêmes fringues. Enfin, tu vois, j'ai pas shifté sur des trucs parce que
tous les trucs. Tu vas aux Maldives quand même ou pas? Non, même pas, tu vois. Et en fait, j'adore aller à Marseille, j'adore faire des trucs simples, manger des trucs simples. Enfin, je suis pas un fan des grands trucs. Ouais. Du coup, je suis plutôt heureux comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très content de voir ma boîte grossir, mais c'est très bizarre aujourd'hui à mon niveau de passer devant un magasin, si tu veux, à l'autre bout de la France, et de voir 20 ou 30 personnes qui portent un polo avec ton logo dessus et qui parlent de ton offre à des clients. Alors donc, pour certains, tu connais même pas le prénom. Tu connais même pas, et eux non plus te connaissent pas. Et en fait, les clients sont contents que ce soit à Nantes ou à Nice, enfin, tu vois, alors que c'est des populations différentes, achètent les mêmes choses. Et tu crées un concept qui vit seul, en fait, finalement. Et ça, c'est très fort. Ça, ouais. Tu vois, c'est très bizarre. Parce que quand tu fais une boîte B2B, t'es derrière tout le temps, il y a ta signature derrière. Quand tu crées un concept qui appartient aux Français comme ça, et qui s'appelle Bien pour tous, et qui est très clair et qui sert à tout le monde, et que ta clientèle, c'est pas que les riches, ou les pas riches, ou les gens branchés, pas branchés, etc. C'est très large. C'est une puissance qui fait que tu t'en détaches. Tu sais que j'ai quand même vécu sur du B2B plus, mais sur Cosa Vostra, j'ai vécu des choses où moi je suis assez obsédé pas la communication, mais le contenu. J'aime pas que, donc nous on est une agence, on conseille des gens, on doit les accompagner dans leur strat, dans la vision qu'ils ont de l'avenir, un certain nombre de choses. Et en fait, je faisais très attention à tout ce qui sortait, pas de faute d'orthographe, pas de choses, et ça arrive, etc. Et à un moment, j'étais très, très omnubilé. Puis à un moment, il y a des personnes, François Bodin, je peux le citer, qui est plus là d'ailleurs maintenant, mais qui est un type extra et qui s'est mis à poster des choses sans me demander, parce qu'il était à l'aise et il avait compris. Et en fait, puis en fait, la boîte par elle-même vivait. Et en fait, c'est vraiment fantastique. Et il y a d'autres gens, au début, tu t'es impliqué dans toutes les ventes, dans tous les projets. Bon, maintenant, il y a des projets, des clients que j'ai jamais vus. Je sais pas ce qu'on fait pour eux. Et je trouve ça fantastique, en fait. Et c'est vrai que c'est quand même un truc qui prend forme et qui à un moment grossit tout seul, avec sa culture qui se crée toute seule. Surtout que ça permet d'avoir un truc qui est pas trop personnifié. La marque, je l'ai pas appelé Alain Felou, tu vois. Je l'ai pas appelé Paul Morlet. Paul Morlet. Non, mais tu vois, et c'est marrant parce que tu te dis que toi, t'es juste un acteur du truc. T'as le rôle du président à ce moment-là, mais en fait, finalement, tu te dis que tu gères tout, bien sûr. T'as fait l'aisselle, t'as un peu de vision, des choses comme ça. Ouais, t'as de la vision, mais au moins, c'est pas une marque. Les gens bossent pas pour toi, ils bossent pour une boîte. C'est très différent. Et je trouve ce côté, je pense que ça m'aide à gérer la pression, je pense. Je pense que du coup, tu te sens moins tu te sens concerné, mais. Ouais, surtout que tu le disais, t'as 28 ans. Donc, tu gères 250 personnes. Ouais. C'est monté petit à petit, mais quand même très vite. Ça va aller encore plus vite et faut rester les pieds sur terre. Toute cette histoire avec Xavier Niel, etc. Quelqu'un avec qui tu as une relation toujours, par email, Xavier Niel, pas plus que sûr, ça. Moi, je suis. Bien sûr, on est obligé d'échanger, on est associés, donc on est un peu mariés, mais moi. Mais c'est pas, tu le vois pas toutes les 2 semaines ou quoi? On se croise comme tout le monde. Maintenant, tu vois, il était au petit journal il y a encore 3 jours. Pour le lancement de la Freebox Delta, il a parlé de nous. Il a des lunettes, il était content de lui montrer à Yann Barthès et d'expliquer ce que c'était des lunettes à 10 €, tu vois. Donc non, c'est un truc je pense que c'est une des boîtes qui l'intéresse bien, parce que c'est un produit social, tu vois. Et c'est une belle histoire. Il aura créé les lunettes à 10 € avec moi, et surtout, il aura créé encore 250, 500 emplois en France en plus en CDI avec des jeunes qui peuvent pas avoir de boulot, quoi. Donc c'est un truc de plus qu'il a fait. Donc à travers cet investissement. Donc je trouve ça génial, si tu veux. Donc moi, de mon côté, je trouve que c'est bien de pouvoir faire du capitalisme et de pouvoir rendre ça public. T'as raison. Écoute, je vais te poser 2-3 questions encore. T'es arrivé un peu en retard et du coup, j'ai mes enfants à les récupérer. Je veux pas être trop en retard pour ça parce que c'est quand même le trip quand t'as ton entreprise d'aller voir tes enfants. Sinon, ça n'a rien d'en avoir. Et quand ils réécouteront le podcast dans 15 ans, ils diront ah bon. C'est enfoiré. On est pas assez non, tu vois, mais quand même, aujourd'hui, tu bosses comme un chien. C'est quoi ton en fait. T'arrives à rester. J'ai pas géré mon temps parce que tu vois, j'ai pas de routine à me lever à 6h50, à 5h50, etc. Enfin, vraiment pas. Je suis pas organisé comme ça. J'ai pas de tous ces logiciels que tous les start-upers ont qui gèrent leur journée, leurs agendas. J'ai très peu de rendez-vous, j'en évite un maximum. Et en fait, je suis très opérationnel sur ça. Et t'as des gens qui les font pour toi, je veux dire, des rendez-vous avec des banquiers, des comptables, des machins, des les trucs, banquiers, etc. C'est des rendez-vous, mais si tu veux, il y a des gens qui le font, effectivement, qui sont plus doués que ça pour moi, que moi pour ça. Mais surtout, moi je suis très opérationnel parce que j'aime bien régler les problèmes, et ma journée, elle est drivée par les problèmes qui arrivent dans la journée, si tu veux. Donc en fait, à un moment donné, j'ai pas d'emploi du temps, je suis salarié de mes problèmes. Et finalement, je me drive, donc j'ai un manager, quoi, tu vois. Et donc c'est pas mal, et voilà. Donc, et puis c'est pas plus mal parce que avoir du temps libre, etc., c'est un peu dangereux, tu vois, d'être trop libre. C'est vrai. Donc moi j'avance comme ça, écoute. Donc,
Et donc du coup, en orga, et t'arrives quand même à pas bosser le week-end, à pas prendre tes trucs, prendre des vacances, faire des choses. Je suis toujours joignable, etc. Je prends des vacances. Plus ça va, plus la boîte est autonome, si tu veux. Mais c'est vrai que tous les sujets quotidiens sont bien gérés. Bon, je t'avoue que je mets encore mon nez dedans parce que j'aime bien optimiser, améliorer, parce qu'il y a des choses qui me paraissent parfois comme partout illogiques. Des trucs qui me paraissent aberrants, qui sont nés entre deux personnes, qui s'arrangent sur un truc, et puis t'aperçois que ça n'a pas de sens. Ouais. Donc là, je tape un peu, et puis je mets mon nez de partout, mais bon, c'est comme ça. Et surtout sur les nouveaux projets, je les drive vraiment. C'est important parce que... Tu passes voir les vacances au crayon papier écrites sur le tableau ou pas? Comment ça? Ah non, ils écrivent pas les vacances au crayon papier. Non, ça, tu vois, c'est une des leçons que j'ai appris en 2 ans. Fallait surtout pas faire ça. Voilà. Tu utilises Payfit peut-être? Non. Ouais, tout à fait. Voilà, très bien. Je m'y mets moi, tu vois. Ouais, mais on était un des premiers clients il y a 2 ans et demi, tu vois. D'accord. Voilà. Ok, t'as d'autres outils, d'autres trucs comme ça justement vachement bien qui te plaisent. Enfin, je sais pas si c'est bien d'ailleurs, j'ai pas encore essayé. On a Amazon qui sait nous équiper un magasin en 24 heures, c'est tout bête, hein, tu vois. On a ça, on a des iPhones qui marchent bien, on a plein de produits, des iPads reconditionnés qui coûtent pas très cher et qui permettent de faire des ventes. On a plein d'outils, qu'on utilise Skello pour les plannings, Payfit. On utilise quoi d'autre? Captain Train, beaucoup. Skello pour les plannings, t'as dit? Ouais, pour les plannings, on a mis ça. Okay. On est friand de tester des trucs parce qu'on aime bien aider les gens, aider les boîtes dans son développement, les soutenir parce qu'on a quand même une masse de salaire importante. Ouais. Voilà, donc on est friand des nouveaux outils, tant que ça marche, bien sûr, et que c'est pas que c'est pas trop cher au prix du marché, que ça marche bien. Et du coup, non, on est organisé de manière assez efficace parce qu'on fait pas beaucoup de réunions. On fait des réunions debout. On évite de perdre du temps, on agit vite. On sait aussi se rendre compte que... Comment tu formes un nouveau salarié qui arrive, un nouveau collab? C'est compliqué parce qu'il faut qu'il prenne le train en marche en fait. Quand vous êtes 15 à gérer une boîte de 200 personnes... 250, c'est plus pareil. Ouais, mais en fait, il faut le mettre en magasin à un moment donné, il faut qu'il aille en magasin 2-3 jours, comprendre comment ça marche, il rentre dans l'équipe, etc. Mais il faut qu'il soit sur le terrain parce que moi, prendre quelqu'un au siège, dans le bureau, j'imagine. Qui arrive dans le bureau, qui a pas vu un magasin, il faut qu'il mette le pôle. T'as un onboarding un peu travaillé quand même pour les nouveaux? C'est pas de travailler, mais enfin, dans le magasin, si, c'est hyper travaillé. Dans le magasin, c'est automatisé, vous êtes formé, etc. Ça, c'est carré. Il y a 4 semaines de formation dans un centre. Non. D'accord. Non, dans les magasins, c'est formé, c'est encadré. On est devenu Zara, hein. Là, vous avez des postes, des évolutions, des niveaux, des grilles de salaire. Enfin, on a mis tous les trucs les plus chiants du monde en place, quoi. Donc voilà, donc là-dessus. Le mec vend son truc. Mais en vrai de vrai, c'est super bien parce que vous avez un service direct et que vous êtes bien payé et qu'il y a un côté hyper satisfaisant d'aller soigner les gens tous les jours et pas d'aller plier des vêtements chez Zara. T'es opticien, toi? Bah non. Électricien, je t'ai dit. Non, parce que t'aurais pu le passer. J'ai un de mes potes, Jérémy Gachet, que j'embrasse, qui est opticien, lui, qui doit pas t'aimer d'ailleurs, mais. C'est très sympa. Moi, je l'aime bien. Il est très sympa. Moi, je pense que je pense qu'on serait bien, mais écoute, non, c'est très simple. J'en ébauche beaucoup. Il y en a beaucoup chez nous. T'es obligé d'en avoir un déjà dans ta première boutique? Ah bah non. Si, bien sûr. Il y a plusieurs et un en permanence présent, donc plusieurs. J'en ai entre 3 et 7 par boutique. D'accord. Moi, ça doit faire 20-25, quoi. Donc voilà. Ok. Tu vois. L'une des contraintes légales. Ouais, space et tout. Ouais. Très bien. Et c'est quoi alors juste 2 questions sur ton passé, aujourd'hui t'as des tas de gens qui sont alors du coup qui ont des niveaux de diplôme plus importants que toi autour de toi. La plupart, ouais. Et t'as jamais j'ai senti en parlant avec William Krégel par exemple qui me parlait de polytechniciens, de différentes personnes. J'ai pas ce niveau-là. Non, t'as pas ce niveau-là, mais je veux dire il y a pas des gens qui te foutent un peu qui essaient de te mettre des complexes ou toi à l'inverse tu t'en mets. Alors moi, t'as l'air complètement. C'est marrant parce que c'est marrant parce qu'il parfois il y a des gens qui me parlent du fait que dans les boîtes, t'aies pas fait telle école ou telle école la même, que ça pose des problèmes. Et moi, j'ai l'impression de vivre sur un autre continent, tu vois. Enfin, vraiment, j'ai l'impression de me sentir loin de ça. Parce que pour moi, à mes yeux, c'est le travail, en fait, qui compte. Je suis d'accord. Moi, je pose la question parce que Et moi, je pense que le pire truc pour pas que je vous embauche, c'est de me parler de votre diplôme, en fait. Alors, c'est une des grandes, tu vois, une des grandes raisons et fiertés pour lesquelles je suis ravi de te parler parce que il se trouve que quand même pas mal de gens que je reçois, on fait des grandes écoles, et qu'en fait, c'est loin d'être obligatoire, quoi. La seule chose que t'apporte vraiment la grande école, potentiellement, c'est un peu la vision, le truc qu'en fait, tu sais pas, en fait, que tu peux faire ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce que tu disais un peu tout à l'heure. C'est ce moment où, en fait,
Tu savais pas que tu pouvais faire une école de commerce. Après, tu savais pas que tu pouvais monter une boîte. Tu sais pas comment monter une boîte. C'est juste un peu. T'es dedans, tu le fais. Ouais, voilà, t'es dedans, tu le fais. Mais en fait, tout le monde peut monter une boîte, quoi. En fait, si tu veux le faire, après tu peux te ramasser. Hein, il faut être actif et pas passif dans sa vie. Ça, faut pas attendre. Faut bouger, quoi. Faut pas attendre qu'on vous le dise. Mais ce que je te dirais, surtout que la différence, c'est que les gens qui ont des grandes écoles, je trouve qu'ils sont très structurés, et ont des forces de travail, tu vois. Ouais. Par contre, en termes de stratégie, etc., à part reproduire des cas qu'ils ont déjà vus ou entendus ou lus sur d'autres boîtes et reproduire une stratégie, il n'y a pas d'innovation. Il n'y a pas ce côté un peu pirate et j'arrive et je te fais un truc qui... Je pourrais pas généraliser sur tous les gens que j'ai reçus ici parce que justement, je pense que ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui ont réussi parmi ce truc-là à sortir du moule. Il y en a qui mais c'est très dur. C'est qu'ils n'étaient pas dans le moule dans l'école. Peut-être. Et c'est vrai que, tu vois, quand je vois ce qu'a fait Xavier Niel, finalement, en fait, il a fait un truc que personne n'a fait parce qu'il savait pas que fallait pas faire comme ça, je pense. Tu vois. Ils savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et puis moi, je veux dire un truc, j'aurais été opticien, j'aurais jamais fait ça de ma vie, quoi. Enfin, tu aurais dit ça de opticien il y a 5 ans, on va faire des lunettes à 10 € en 10 minutes, le mec il t'aurait dit, et puis tu vas faire des voitures à 15 € qui volent, quoi. C'est pareil, quoi. donc voilà, écoute, tu vois, donc c'est toujours ce côté un peu naïf, comme à l'époque, des lunettes avec les stars ou des lunettes avec Ricard. Enfin, c'est toujours ce côté naïf, t'y crois. Puis en fait, t'as 1000 chances de pas y arriver, puis t'y arrives par chance, où il y a un truc qui se passe, etc. Donc, finalement, tu vois, c'est assez étrange, mais je pense que toute l'idée est bonne tu vas continuer comme ça. T'as zéro stress. Non, mais parce que bizarrement, je pense jamais à demain, tu vois, je pense jamais à demain. C'est bizarre, mais les gens se projettent à fond sur dans 2 ans, je fais ça, 5 ans, je fais ça. J'ai un peu de mal à imaginer, je vis ma vie au quotidien, et en fait, je pense que c'est ma manière d'être. Et ce qui fait que je suis bien dans mes baskets aujourd'hui et que j'arrive à bosser. Pas dans les objectifs, les machins, les trucs. Tu penses à demain quand même? Si mes objectifs, je suis à fond dedans, mais je veux dire que je suis très conscient des problèmes, je prends le truc à bras le corps et j'y bosse, quoi. Ouais. Mais je pense, je pense à demain, je pense aujourd'hui à ce qui pourrait se passer demain, donc je le fais aujourd'hui. Mais j'attends rien. Je dis pas, on va voir ce qui va se passer, comment ça va se passer, etc., quoi. Ok. Voilà. Si t'avais cette opportunité de voir Paul à ce moment où il bidouille ses consoles, là, ou peut-être quand il sort de la SNCF à la limite, et de te dire un truc et de te glisser un truc à l'oreille, parce que mais tu vois, j'ai pas la réponse à ça parce qu'en fait, pour moi, c'était notre personne limite, donc c'est un peu bizarre, quoi. Mais écoute, moi j'ai pas l'impression d'avoir changé, etc. Ça... À la fois, tu dis que t'as pas l'impression d'avoir changé, que c'était une autre personne. Ouais, mais enfin, tu vois, c'est bizarre parce que, enfin non, parce que je bosse, j'ai toujours ce côté boulot, quoi. J'ai jamais été à attendre que mes parents me donnent un truc, etc. Donc j'ai toujours, j'ai un gros respect pour le travail et c'est vrai que j'ai toujours un truc où je suis ému, c'est quand il y a des jeunes qui me contactent, qui me disent je vous ai vu ou je veux faire comme vous. Ils ont des idées qui sont parfois un peu bizarres. Le mec avait 8 ans et il parle des jeunes, c'est bon ça. Non, mais des très jeunes, attends, ils ont 10 ans de moins, ça fait bizarre, quoi. Ouais. Et en fait, quand tu vois ça, tout le monde me dira mais c'est nul ce qu'il veut faire, etc. Mais je trouve qu'en fait, d'avoir des gens en fait obstinés à croire en leur truc. Aujourd'hui, je pense que les plus grandes réussites dans la musique, etc. C'est pas les gens les plus doués, parce qu'il y a plein de gens, on connaît tous, hein, les gens, vous savez, qui sont assis, qui disent faut pas faire comme ça, j'aurais fait comme ça, ou le mec qui regarde Capital le dimanche soir avec sa nana qui fait j'avais l'idée. Tu sais, le mec il est sur son canapé, quoi, alors que le mec est... Non, mais je bois du petit lait, tu sais, moi je partage complètement cette approche. Voilà. Et en fait, un mec, il y a des mecs un peu moins intelligents. Moi, je pense que j'étais pas le plus intelligent, loin de là. Mais j'étais un des plus malins, je pense que ça c'est vrai. J'étais malin et bosseur. Pas le plus intelligent, ça c'est vrai. Et tu vois, ces 2 trucs-là font qu'en fait, tu vas plus loin. Oui, et puis obstiné, parce que un malin bosseur, mais aussi te dire, il y a un truc qui paraît impossible à tous, et puis tu l'as fait aussi en un temps assez record, et il faut bosser, voilà. Non, faut bosser, faut pas attendre, etc. Alors il y en a plein qui ont monté des trucs de lunettes en attendant que le gouvernement change une loi pour que ça marche. Enfin, je me suis jamais posé ni renseigné sur la question, si tu veux, à un moment donné. Enfin, moi je me suis toujours dit, fais un truc que les gens veulent acheter, et voilà, quoi, adapte-toi aux gens, et tu vas y arriver, quoi. Je me suis jamais dit aux gens, moi je vais faire ça, machin. Enfin, tu vois, je suis toujours parti du principe que j'étais pas attendu. Et du coup, quand t'écoutes tout ce que tu dis, je me dis, mais pourquoi les opticiens et les autres marques et les groupes fonctionnent toujours, en fait? Parce qu'il y a des gens qui ont des mutuelles. À un moment donné, je vais vous dire un truc. Moi, il y a un truc qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez une bonne mutuelle, vous êtes remboursé 500 €. À part les avoir en 10 minutes chez moi, la différence, il y en a pas. C'est juste que chez moi, vous allez payer moins cher d'avoir en 10 minutes. Mais comme vous avez une mutuelle qui vous couvre, à la limite, les gens qui préfèrent qu'il y ait marqué une belle marque dessus, quoi. Et attendez, il y a ça, d'avoir une belle marque pour rassurer. Et surtout, quand vous payez 70 ou 80 € par mois de mutuelle, vous n'avez pas envie de leur laisser le budget, en fait. Donc il y a ce côté un peu gilet jaune, encore une fois. Je vais leur taper dessus. Ouais. Ok. Voilà, c'est malsain.
Écoute, je te remercie vraiment pour ton temps. Merci à toi parce que tu m'as beaucoup attendu. Plusieurs fois de suite et encore une fois parce que difficulté dans Paris. Non, mais c'est cool. Et puis c'était frais et différent et trop cool. Donc bravo, parce que moi je suis impressionné. Tu vois, 28 ans, ouais, non, je trouve ça fou. Pas. Non, si, je trouve que tu n'as qu'un commerçant de quartier devant toi, sache-le. J'ai pas que d'algorithme ou de multi-quartier. Non, mais bon. Non, mais j'aime, tu vois, à la fois cette humilité et puis ce truc très simple, quoi. On sent que t'es pas en train de travailler ton truc et voilà. Et puis ce beau métier. Donc voilà, je te dis merde parce que j'espère que tu vas le continuer longtemps. Et puis à bientôt, Paul. Bah merci, à très vite en tout cas. Merci en tout cas pour l'invitation. Salut, ciao. Au revoir, merci. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.